Mon gendre m'a laissé sous la pluie sur la route. Le routier qui m'a pris connaissait son nom. Mon gendre m'a laissé sur le bord de la route, en pleine nuit, sous une pluie battante. Il a arrêté la voiture au milieu de nulle part, sur une départementale déserte des montagnes d'Auvergne. Il s'est penché par-dessus moi pour ouvrir ma portière, et il m'a poussé dehors dans le froid. Il loue. Débrouille-toi, le vieux. Personne ne viendra te chercher. Puis il a redémarré, et ses feux rouges ont disparu dans la nuit, me laissant seul, trempé jusqu'aux os, à 76 ans, sans téléphone, sans manteau, sans personne. J'ai cru, cette nuit-là, que j'allais mourir au bord de cette route. Et puis, au bout d'une heure, 2 phares ont percé le rideau de pluie. Un camion s'est arrêté dans un. Grand soupir de frein. Le chauffeur est descendu, m'a éclairé avec sa lampe, et m'a aidé à monter dans sa cabine bien chaude. Mais quand je lui ai dit, en claquant des dents, ce qui venait de m'arriver, et que j'ai prononcé le nom de mon gendre, j'ai vu cet homme devenir blanc comme un linge. Il s'est figé. Il m'a regardé longuement. Et il a dit, d'une voix étranglée, « Attendez, vous êtes le beau-père de cet homme. » Il connaissait mon gendre. Il connaissait son nom. Et il connaissait son secret. Un secret terrible, vieux de 20 ans, qui allait tout changer. Cette nuit-là, sur cette route d'Auvergne, sous la pluie, le destin venait de réunir, par hasard, les 2 seuls hommes capables de faire tomber ce monstre. Je suis profondément reconnaissant que tu sois là avec moi ce soir. Avant que cette histoire ne commence vraiment, laisse-moi te poser une question. D'où me regardes-tu en ce moment? Laisse un commentaire et dis-moi ta ville, ton pays. Ça réchauffe le cœur d'un vieux paysan d'Auvergne de savoir que, quelque part dans le monde, des gens prennent le temps de l'écouter. Une note importante avant de continuer. Certains éléments de ce récit ont été romancés pour donner de la clarté et de la force au récit. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels serait une coïncidence. Mais la leçon que tu vas entendre, elle, est tout ce qu'il y a de plus réel. Et cette histoire-là est longue, parce que toute une vie est nouée, et qu'il faut du temps pour en dénouer les fils. Installe-toi confortablement. Prends ton temps. Et restons ensemble jusqu'au bout. Maintenant, commençons. Je m'appelle Maurice Faure. J'ai 76 ans, et j'ai passé toute ma vie dans le Cantal, au cœur de l'Auvergne, sur les hautes terres volcaniques où le vent ne s'arrête jamais et où les hivers sont longs. Si tu connais mon pays, tu sais comme il est rude et beau à la fois, les monts arrondis, les estives où paissent les vaches l'été, les burons de pierre, les villages accrochés aux pentes et ces routes étroites qui serpentent entre les puits, désertes des heures durant, surtout la nuit, surtout sous la pluie. J'ai été éleveur toute ma vie. Des vaches de salaire, ces belles bêtes à la robe à cajou et aux longues cornes en lyre qui font la fierté de nos montagnes. J'ai repris la ferme de mon père, qui la tenait du sien, une exploitation modeste mais saine avec ses prés, ses bois, sa vieille maison de pierre volcanique au toit de l'Auze et son étable où, pendant 50 ans, je me suis levé avant l'aube pour la traite, par tous les temps. Un métier dur qui casse le dos et gerce les mains, mais un métier d'homme libre au rythme des bêtes et des saisons. Je n'ai jamais été riche, mais j'avais ma terre, mes bêtes et ma famille. Et pour moi, c'était la plus grande des richesses. J'ai épousé Jeanne quand j'avais 23 ans, une fille du pays, solide et douce, qui n'avait pas peur du travail ni du froid. Nous avons trimé côte à côte pendant 45 ans, dans cette ferme, à élever nos bêtes et notre chille. Jeanne est partie il y a 7 ans, d'une longue maladie, un hiver où la neige avait coupé la route du village pendant des jours. Depuis, la maison est bien vide et bien silencieuse, mais elle est pleine d'elle encore. Son fauteuil près du fourneau, son tablier accroché derrière la porte, les confitures qu'elle faisait et que je n'ai jamais pu me résoudre à finir. Nous avons une fille, une seule, Martine. Aujourd'hui elle a 45 ans. Petite, c'était mon rayon de soleil, celle qui me suivait dans l'étable, qui donnait des noms à toutes les vaches, qui m'apportait mon casse-croûte au champ. Elle a grandi, elle est partie faire sa vie à la ville, à Clermont, et elle s'est mariée une première fois avec un brave garçon. Mais ça n'a pas duré, ils ont divorcé, sans histoire, sans enfant. Martine est restée seule un long moment. Et moi, du fond de ma montagne, je m'inquiétais pour elle. Je priais pour qu'elle rencontre enfin quelqu'un de bien, quelqu'un qui la rendrait heureuse. Il y a environ 5 ans, elle a rencontré un homme. Et elle m'en a présenté, rayonnante, comme si elle avait enfin trouvé le bonheur. Il s'appelait Frank Vidal, un bel homme, la cinquantaine, élégant, avec une voix chaude et un sourire qui donnait confiance.
Il disait avoir roulé sa bosse, travaillé dans les affaires, un peu partout en France. Il était attentionné avec Martine, prévenant avec moi, plein de respect pour la belle ferme de famille et pour le rude métier de paysan. Il parlait bien. Trop bien peut-être, mais Martine l'aimait, et après toutes ces années de solitude, je voulais croire à son bonheur. Alors je me suis tu, et j'ai accueilli Franck Vidal dans ma famille. Beideldan m'aidait considal dans ses rites considal offrande d'après dos. C'était la pire erreur de ma vie, car derrière le sourire chaleureux de cet homme, derrière ses belles manières et ses mots de miel, se cachait un prédateur. Un homme qui avait déjà, ailleurs, sous le même nom, détruit une famille entière, et qui s'apprêtait à détruire la mienne. Mais ça, je ne l'ai appris que cette nuit-là, sur cette route, sous la pluie, dans la cabine d'un camion conduit par un homme que le destin avait mis sur mon chemin. Laisse-moi te raconter comment tout cela est arrivé. Frank et Martine se sont mariés un an après leur rencontre. Un petit mariage à la mairie du village où Frank a fait un discours qui a fait pleurer la moitié de l'assistance. Il parlait de la chance qu'il avait de rejoindre une famille de vraies valeurs attachée à sa terre. Il me regardait, moi, le vieux paysan, avec une émotion qui paraissait sincère. « Maurice, vous êtes le père que je n'ai jamais eu. J'en avais eu la gorge serrée. Comme j'ai été bête, comme un prédateur sait flatter sa proie avant de la dévorer. Après le mariage, les choses ont changé, doucement. Frank a convaincu Martine de quitter son travail à Clermont et de venir s'installer au pays. Pour se rapprocher de toi, papa, m'avait dit Martine, attendrie. Frank adore la campagne. Il veut t'aider à la ferme, reprendre les choses en main, te soulager. Et c'est vrai que je vieillissais, que le travail devenait dur pour mes vieilles articulations. L'idée d'avoir ma fille près de moi et un gendre solide pour épauler l'exploitation m'a paru être une bénédiction. Ils se sont installés dans la ferme, dans ma maison. D'abord, tout allait bien. Frank se montrait serviable, apprenait le métier, m'accompagnait à l'étable. Mais peu à peu, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Frank ne s'intéressait pas vraiment aux bêtes ni à la terre. Il s'intéressait au papier, au compte, à la valeur des choses. Il posait des questions, l'air de rien. Et la ferme, Maurice, elle est à vous en totalité. Pas de crédit dessus. Et les terres, ça vaut combien à votre avis, l'hectare, par ici? Vous avez des économies de côté, pour vos vieux jours? Je répondais sans méfiance, à l'époque. Je ne voyais pas encore le calcul derrière les questions. Et puis il y a eu l'éloignement. Insidieux, comme la brume qui monte des vallées le soir. Martine, ma Martine qui m'avait toujours été si proche, a commencé à se détacher de moi. Pas brutalement, doucement. C'était Frank, maintenant, qui décidait de tout dans le couple. C'était Frank qui gérait l'argent, les papiers, les relations. Et c'était Frank qui, peu à peu, se mettait entre ma fille et moi. Au début, ça passait par des petites choses. Quand je voulais parler à Martine seule à seule, Frank était toujours là, présent, à surveiller. Quand je proposais à ma fille de venir avec moi au village ou de m'accompagner voir un vieil ami, Frank trouvait toujours une raison pour qu'elle reste. Et surtout il distillait, je l'ai compris trop tard, un poison lent dans l'esprit de Martine, à mon sujet. Ton père se fait vieux, tu sais. Il radote. Il oublie des choses. Maurice n'est plus capable de gérer la ferme tout seul. Il faut qu'on prenne les choses en main pour son bien. Tu as vu comme il s'emporte facilement? C'est l'âge. Il faudrait peut-être penser à le faire suivre, médicalement. Rien de tout cela n'était vrai. J'avais toute ma tête et toute ma force, ou presque, pour mon âge. Mais Frank construisait, patiemment, jour après jour, dans l'esprit de ma fille, l'image d'un vieil homme diminué, à surveiller, à gérer. Et le pire, c'est que ça marchait. Martine, qui aimait son mari et lui faisait confiance, a commencé à me regarder autrement, avec une inquiétude, une condescendance qui me brisait le cœur. Ma propre fille qui me parlait parfois comme à un enfant ou à un vieillard sénile. J'ai essayé d'en parler à Martine, une fois, profitant d'un rare moment où Frank était absent. « Ma fille, je sens que ton mari me met à l'écart. Qu'il te monte contre moi. Fais attention. » Mais Martine s'est braquée. « Papa, arrête. Frank t'adore. Il s'inquiète pour toi, c'est tout. C'est toi qui deviens méfiant, parano. Tu vois le mal partout. » Et j'ai compris que je ne pouvais rien dire contre Frank sans passer, exactement comme il l'avait préparé pour un vieux jaloux, aigri qui perdait la raison.
Le piège était parfait. Il y a eu un signe pourtant. Un seul. Et j'aurais dû le voir. C'était à propos d'une vache. La mignonne, je l'appelais. Une vieille salaire que j'avais élevée au biberon à la mort de sa mère 20 ans plus tôt. Elle ne donnait presque plus de lait, elle ne servait plus à rien comme on dit. Mais elle venait me lécher la main quand j'entrais dans l'étable, et je l'aimais comme on aime un vieux compagnon. Un jour, Frank m'a dit, l'air pratique, « Maurice, cette vieille bête, là, elle vous coûte du foin pour rien. Faut la vendre aux marchands, à l'équarrissage. » À l'équarrissage, c'est de l'argent jeté. Je lui ai expliqué pour la mignonne l'histoire, le biberon, l'attachement. Il m'a regardé comme si j'étais sénile. « Vous êtes sentimental, Maurice. En affaires, le sentiment, ça coûte cher. » Et dans son regard, ce jour-là, j'ai vu l'espace d'une seconde quelque chose de froid, de calculateur, qui n'avait rien à voir avec le gendre chaleureux des repas de famille. J'ai mis ça sur le compte de son côté, homme d'affaires. J'aurais dû comprendre. Un homme qui ne voit, dans une vieille bête aimée, qu'une ligne de compte à supprimer, verra de la même façon, un jour, un vieux beau-père. Comme une charge, comme quelque chose à rationaliser, à supprimer. Plus le temps passait, plus Frank prenait le contrôle. Il a fini par me faire signer une procuration pour gérer les affaires courantes de la ferme de soulager Maurice. Je revois encore ce matin-là. Il avait apporté les papiers, posés sur la toile cirée de la cuisine, à côté de mon bol de café. C'est juste pour la paperasse, Maurice. Les factures, les déclarations, les démarches qui vous fatiguent. Vous restez le patron, bien sûr. Signez là et là. Martine était là, qui hochait la tête, rassurante. « Vas-y, papa, c'est une bonne idée, Frank va te soulager. » Je n'ai pas lu, j'ai à peine regardé. J'ai pris le stylo, et j'ai signé là où il pointait son doigt, sans comprendre que je signais l'arrêt de mort de ma propre liberté. Comme un imbécile, j'ai signé. Je lui faisais encore à moitié confiance, et puis Martine insistait. Avec cette procuration, Frank a eu accès au compte de l'exploitation. Il a commencé à réorganiser, à vendre, petit à petit, des bêtes, du matériel, pour rationaliser. La mignonne est partie la première, un matin, dans la bétaillère du marchand, et je l'ai regardée s'en aller par la fenêtre de la cuisine, la gorge serrée, sans rien pouvoir dire. Puis d'autres bêtes ont suivi, puis le vieux tracteur de mon père. Et Frank s'est mis à parler de plus en plus ouvertement de vendre la ferme, qui était trop grande, trop dure à tenir, et de placer Maurice dans une bonne maison de retraite où il serait bien, soigné. Voilà où en étaient les choses, au moment où commence vraiment mon histoire. Un vieux paysan dépossédé peu à peu de sa ferme, de ses bêtes, de sa fille, par un gendre au sourire de miel, et qui ne se doutait pas encore que le pire était à venir, car Frank Vidal ne voulait pas seulement ma ferme et mon argent. Il voulait, comme il l'avait fait ailleurs, 20 ans plus tôt, prendre tout, ruiner tout le monde et disparaître. Et pour cela, il fallait d'abord se débarrasser de moi. L'occasion s'est présentée un soir d'automne, un soir de pluie. C'était un mardi de fin octobre. Le matin, Frank était venu me trouver à l'étable, tout sourire, avec une proposition qui aurait dû m'alerter. « Maurice, j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu votre cousin Léon au téléphone, celui de la Corrèze. Il vous invite à passer quelques jours chez lui. Ça vous changera les idées, ça vous fera du bien de sortir de la ferme, de voir du pays. Je vous y amène ce soir, en voiture. » Mon cousin Léon. Je n'avais pas vu Léon depuis des années, mais l'idée m'a fait plaisir. Et j'étais touché que Frank, d'habitude si distant avec moi ces derniers temps, se propose de m'y conduire. J'aurais dû me méfier. Mais un vieil homme seul s'accroche à la moindre marque d'attention. Avant de partir, j'ai voulu dire au revoir à Martine. Mais Frank m'a dit qu'elle était sortie faire des courses au bourg, et qu'elle rentrerait tard. Ne vous inquiétez pas, je lui ai déjà expliqué. Elle sait que vous partez chez Léon pour 3 ou 4 jours. Elle vous embrasse. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que j'appellerais Martine de chez Léon. Je suis monté dans la voiture, avec un petit sac, sans même mon téléphone que j'avais oublié à recharger sur le buffet, un détail qui faillit me coûter la vie. Nous avons roulé longtemps. La nuit est tombée, et la pluie a commencé fine d'abord, puis drue, battante, de ces pluies d'automne qui noient les montagnes d'Auvergne. Les essuie-glaces peinaient. Frank conduisait en silence, le visage fermé, et plus nous roulions, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Nous avions quitté les grandes routes depuis longtemps. Nous serpentions maintenant sur des départementales désertes,
à travers des bois et des estives noires, loin de tout. Ça ne ressemblait pas au chemin de la Corrèze. Bon. Franck, tu es sûr que c'est la bonne route? On dirait qu'on s'est perdu. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai essayé d'engager la conversation pour rompre ce silence pesant qui me mettait mal à l'aise. Je lui ai parlé de Léon, de la dernière fois que je l'avais vu, des souvenirs d'enfance. Franck répondait par monosyllabes, les yeux rivés sur la route noire. Quelque chose dans son attitude n'allait pas. Il était tendu, fermé, comme un homme qui rumine une décision difficile. Une fois, dans la lueur des phares d'une voiture croisée, j'ai surpris son profil et j'ai vu sa mâchoire serrée, son regard dur. Ce n'était pas le Franck souriant des repas de famille. C'était un autre homme. Et un frisson m'a parcouru, sans que je sache encore pourquoi. On aurait dû tourner à droite là-bas pour la Corrèze, non? Ai-je insisté, l'inquiétude montant en moi. Frank, tu m'entends? Tais-toi, Maurice. Sa voix était sèche, méconnaissable. On y est presque. On y est presque. Mais où? Je connaissais un peu ces routes, et je savais qu'on s'enfonçait dans une zone désolée, sans village, sans rien, entre forêt et estive. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me suis dit que je me faisais des idées, que Franck avait juste pris un raccourci, qu'il était fatigué et nerveux à cause de la pluie. Un vieil homme se raconte des histoires rassurantes, vois-tu, parce que l'alternative est trop effrayante à envisager. Comment aurais-je pu imaginer que mon propre gendre m'emmenait en réalité vers un fossé pour m'y laisser mourir? Il n'a pas répondu. Il a continué à rouler, dans la nuit et la pluie, encore plusieurs kilomètres. Puis, au milieu de nulle part, sur une portion de route bordée de forêt, sans une maison, sans un lampadaire, sans rien, il a ralenti. Et il s'est arrêté. On est arrivé. Ai-je demandé bêtement, en regardant dehors où il n'y avait que les ténèbres et la pluie. Franck s'est tourné vers moi, et son visage avait changé. Le sourire de miel avait disparu. Ce qui restait était froid, dur, méprisable. Pour la première fois, je voyais son vrai visage. « Terminus, Maurice, a-t-il dit. « Descends. »« Quoi ?»« Mais on est où ?»« Il n'y a rien ici. » Il pleut des cordes. « Descends, j'ai dit. » Sa voix était glaciale. Il s'est penché par-dessus moi, a ouvert ma portière, et avec une brutalité qui m'a sidéré, il m'a poussé. Dieu comme j'étais, je n'ai pas pu résister. Je me suis retrouvé dehors, à genoux dans la boue et l'eau du fossé, tandis qu'il jetait mon petit sac à côté de moi. Je me suis relevé tant bien que mal, agrippé à la portière sous le déluge. « Franck, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas me laisser là. » Il m'a regardé, et il a souri. Mais ce sourire-là n'avait plus rien de chaleureux. C'était le sourire d'un homme qui a gagné. Écoute-moi bien, le vieux. Il a articulé chaque mot, savourant sa cruauté. Ta ferme, tes terres, ton argent, c'est à nous maintenant. À moi. À moi, j'ai fait croire à Martine que tu pars quelques jours chez ton cousin. Quand tu ne reviendras pas, je lui dirai que tu as fait une fougue, que tu t'es perdu, que ta tête s'en va. Et là, ce sera facile de te faire déclarer incapable ou de te placer là où tu ne gêneras plus personne. Si tant est que tu survives à cette nuit. Il a eu un petit rire. Débrouille-toi, le vieux. Personne ne viendra te chercher. Personne ne sait que tu es là. Pas même Martine. Et il a claqué la portière. La voiture a redémarré dans une gerbe d'eau, et ses feux rouges se sont éloignés, ont rétréci, puis ont disparu au tournant. Je suis resté seul. Au milieu de la route, sous la pluie battante, dans le noir absolu, à 76 ans, sans téléphone, sans manteau, trempé jusqu'aux os, à des dizaines de kilomètres de toute habitation que je connaissais. Le froid s'est mis à me mordre. L'eau whistleait dans mon cou, dans mon dos. Mes jambes tremblaient, et le désespoir m'a envahi, plus glacial encore que la pluie. Personne ne viendra te chercher. J'ai pensé à Jeanne, à Martine, qui me croyait en sécurité chez Léon, à toute ma vie de labeur, qui allait peut-être finir là, dans ce fossé d'Auvergne, abandonné par celui que j'avais accueilli comme un fils. J'ai cru vraiment que c'était la fin. C'est une chose étrange, vois-tu, de croire qu'on va mourir. Dans ce fossé, sous cette pluie glacée, mes pensées sont devenues très claires, très calmes, comme si le froid les avait lavées. J'ai revu ma vie entière défiler. Mon père m'apprenant à traire, ses mains rugueuses sur les miennes. Le jour de mon mariage avec Jeanne, sa robe claire dans la lumière de juin. La naissance de Martine, ce petit être qui hurlait et qu'on avait posé sur ma poitrine. Les milliers de matins avant l'aube, dans le froid de l'étable.
Une vie simple, dure, honnête. Une belle vie, au fond. Et je me suis dit que si elle devait finir là, ce soir dans la boue, ce ne serait pas la pluie qui m'aurait tué, ni le froid. Ce serait la trahison. Le poison d'avoir été jeté comme une bête par celui que j'avais noué à ma table. C'est ça qui me glaçait le plus profond, bien plus que l'eau dans mon dos. Pas la mort, la trahison. Et la pensée que ma Martine resterait seule avec ce monstre, sans jamais savoir ce qu'il m'avait fait. C'est cette pensée-là, plus que l'instinct de survie, qui m'a empêché de fermer les yeux pour de bon. Il fallait que je vive, ne serait-ce que pour la prévenir, pour la sauver. Je me suis assis sur une pierre, au bord de la route, grelottant, et j'ai attendu sans plus savoir quoi espérer. Une voiture passerait peut-être, ou peut-être pas. Sur ces routes-là, la nuit, sous la pluie, on peut attendre des heures sans voir personne. J'ai attendu. 1 heure, peut-être plus. Le froid me gagnait, m'engourdissait dangereusement. Je sentais mes forces me quitter. Mes yeux se fermaient malgré moi. Et puis, au loin, au fond de la nuit noire, 2 points de lumière sont apparus. Oh, 2 phares. Puissants. Un poids lourd. J'ai rassemblé mes dernières forces. Je me suis levé. Je me suis avancé au bord de la route et j'ai agité les bras dans la lumière des phares en criant, même si ma voix se perdait dans le fracas de la pluie. Le camion a ralenti. Ses freins ont soupiré longuement. Et il s'est arrêté juste devant moi, énorme, ruisselant, ses feux trouant la nuit. Je ne le savais pas encore. Mais dans cette cabine, il y avait l'homme qui allait tout changer. La portière côté passager s'est ouverte tout en haut de la cabine, et une voix forte, chaleureuse, a couvert le bruit de la pluie. « Eh, mais qu'est-ce que vous faites là par ce temps? Montez, montez vite, vous allez attraper la mort. » Un homme est descendu, a fait le tour, et m'a aidé à grimper les marches de la cabine, me hissant par le bras avec une force tranquille. Il m'a installé sur le siège passager, a attrapé une couverture derrière le siège et me l'a jeté sur les épaules, puis un thermos dont il a dévissé le bouchon. « Tenez, buvez. C'est du café chaud. » Doucement. J'ai bu, et la chaleur du café s'est répandue en moi comme une bénédiction. Je tremblais de tous mes membres, incapable de parler d'abord. L'homme a remis le chauffage à fond, et il m'a regardé, le visage plein d'une inquiétude sincère. C'était un costaud d'une 50aine d'années, le cheveu poivre et sel, le visage buriné, des mains larges comme des battoirs. Un vrai routier, de ceux qui passent leur vie sur les routes de France, dans la solitude des longues nuits au volant. Il avait l'air bourru, mais ses yeux étaient doux, et il y avait en lui quelque chose de bon, de solide, qu'on sentait tout de suite. Sa cabine était comme une petite maison roulante. Une couchette derrière les sièges, des photos collées sur le tableau de bord, une femme souriante, une jeune fille brune, un chapelet pendu au rétroviseur, un thermos, un sachet de bonbons. Ça sentait le café et le tabac froid. Sur le pare-brise, les essuie-glaces battaient la mesure contre la pluie. Et dans cette bulle de chaleur et de lumière, au milieu de la nuit noire et hostile, je me suis senti, pour la première fois depuis des heures, en sécurité. Comme si j'avais trouvé refuge dans une arche, le temps que passe le déluge. « Vous tremblez encore, le pépé » a dit Daniel en remontant le chauffage d'un cran. « Buvez encore un peu de café. On va d'abord vous réchauffer, et après vous me raconterez tout. On n'est pas pressé. La route est longue, cette nuit. » « Daniel, a-t-il dit en me tendant sa grosse main. Daniel Marty. Et vous, mon pauvre monsieur, qu'est-ce que vous fabriquiez au bord de cette route, en pleine nuit, sous ce déluge, sans même une veste? Vous avez eu un accident? Votre voiture est tombée en panne? J'ai serré sa main, et la mienne tremblait encore. Maurice Faure. J'ai dégluti. Non, pas une panne. On m'a laissé là. Daniel a froncé les sourcils. Comment ça, on vous a laissé là? Qui ça? Et alors, parce que j'étais brisé, épuisé, et que cet homme avait un visage de confiance, j'ai tout déballé. Les mots sont sortis tout seuls, entrecoupés de claquements de dents. Mon gendre. C'est mon gendre qui m'a fait ça. Il m'a dit qu'il m'emmenait chez mon cousin. Et puis il s'est arrêté ici, au milieu de nulle part, et il m'a poussé dehors. Il m'a dit qu'il voulait ma ferme, mon argent, que personne ne viendrait me chercher, que ma propre fille me croyait partie chez mon cousin. Il m'a laissé mourir, là, sous la pluie. Daniel m'écoutait, et son visage, à mesure que je parlais, se durcissait de colère. Mais c'est un monstre, ce type.
Laissez un vieux monsieur comme vous au bord d'une route en pleine nuit. Il mérite la prison. » Il a serré le volant. « Comment il s'appelle, ce salaud de gendre? Donnez-moi son nom. Si je le croise un jour sur la route, celui-là, j'ai relevé la tête et j'ai prononcé le nom. Frank Vidal. Et c'est là que tout a basculé. » Daniel s'est figé, net. Son visage, rouge de colère une seconde plus tôt, est devenu blanc comme un linge. Ses mains se sont crispées sur le volant. Il a tourné lentement la tête vers moi, et il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de stupeur, d'effroi et de quelque chose d'autre, de plus profond, de plus ancien. Une vieille douleur qui se réveillait. « Comment vous avez dit ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Frank Vidal, mon gendre, le mari de ma fille Martine. » Daniel est resté silencieux un long moment, à me fixer, comme s'il voyait un fantôme. Le moteur ronronnait, la pluie martelait le pare-brise. Puis il a parlé, très lentement, en pesant chaque mot, et sa voix tremblait. « Attendez. Il a fermé les yeux une seconde. « Vous êtes en train de me dire que votre fille a épousé un homme qui s'appelle Frank Vidal? Un bel homme, la cinquantaine, beau parleur, qui dit avoir roulé sa bosse dans les affaires? » Un frisson m'a parcouru, qui n'avait rien à voir avec le froid. « Oui, c'est exactement ça. Vous le connaissez? » Daniel a rouvert les yeux, et ils étaient pleins de larmes de rage et de chagrin mêlés. « Si je le connais? » Sa voix s'est brisée. « Monsieur Ford, Frank Vidal a détruit ma famille, il y a 20 ans. » Il m'a regardé. « Vous êtes le beau-père de cet homme? Alors écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire sur lui va vous glacer le sang. Et parce que, cette nuit, vous et moi, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Avant que je te raconte ce que Daniel m'a révélé cette nuit-là dans la cabine de son camion, sous la pluie d'Auvergne, et crois-moi, c'est une histoire terrible, j'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Laisse un commentaire. Écris simplement, je suis là. 3 mots. Dis-moi que tu n'as pas abandonné ce vieux paysan trempé au bord de sa route. Parce que ce qui vient maintenant est le cœur de mon histoire. La nuit où un parfait inconnu m'a révélé le secret qui allait sauver ma fille et faire tomber un monstre. Et garde à l'esprit que ce récit comporte des éléments romancés, ajoutés à des fins narratives et éducatives. Il n'est peut-être pas entièrement véridique. Si cela te gêne, libre à toi de t'arrêter ici, mais si tu veux savoir comment le destin parfois met sur notre route l'âme exacte dont nous avons besoin, alors reste avec moi. Il nous reste beaucoup de chemin à faire cette nuit dans ce camion. Daniel a redémarré lentement et nous avons repris la route à travers la nuit et la pluie. Il fallait bien me ramener vers la civilisation et tout en conduisant, les yeux sur la route luisante, il m'a raconté. Sa voix était grave, basse, comme celle d'un homme qui ouvre une vieille blessure jamais cicatrisée. J'avais une petite sœur, monsieur Ford, Cécile, la prunelle de mes yeux. J'avais 10 ans de plus qu'elle, alors je l'ai un peu élevée à la mort de nos parents. C'était une fille douce, confiante, qui voyait le bien partout. Trop, peut-être. Il a serré les mâchoires. Il s'est tué un instant, le regard perdu sur la route luisante, et il a souri, d'un sourire triste. Vous savez ce dont je me souviens le mieux d'elle. Son rire. Cécile riait pour un rien, de tout son cœur, la tête en arrière. Quand elle était petite, je la mettais sur mes épaules, et on allait au bord de la rivière attraper des têtards dans un bocal. Elle hurlait de joie. À la mort de nos parents, un accident de voiture, j'avais 20 ans, elle en avait 10. C'est moi qui l'ai prise en charge. Je travaillais déjà sur les routes, mais le soir, je rentrais, je lui faisais réviser ses leçons, je lui préparais à manger comme je pouvais. Je l'ai vue grandir, devenir une belle jeune femme. Le jour de ses 18 ans, je lui ai offert un petit médaillon en argent avec une photo de nos parents dedans. Elle l'a porté toute sa vie. Sa voix s'est cassée. On l'a enterrée avec. C'est la seule chose qu'elle avait gardée, à la fin, quand Frank lui avait tout pris. Le reste, il l'avait raflé. Mais ce médaillon-là, il n'avait pas pensé à le voler. Trop peu de valeur, sans doute, pour un homme comme lui. Il a ravalé un sanglot, et il a repris. Quand elle a eu 25 ans, elle a rencontré un homme, charmant, élégant, plein de projets. Frank Vidal. Mon cœur s'est serré. Le même nom, le même portrait. Cécile en est tombée éperdument amoureuse, et lui jouait à merveille l'amoureux transi. Ils se sont mariés.
Notre famille, à l'époque, avait un peu de biens. Nos parents nous avaient laissé une maison, un petit commerce, des économies. Cécile avait sa part. Et Frank, la voix de Daniel s'est durcie. Frank a tout pris, petit à petit. Il s'est fait donner procuration sur les comptes, pour gérer. Il a investi l'argent de Cécile dans des affaires bidons qui ont mal tourné. Il a fait vendre la maison de nos parents, soi-disant pour un projet formidable. Il l'a monté contre moi, son frère, qui me méfiait de lui, exactement comme il vous a séparé de votre fille, monsieur Ford. Il disait à Cécile que j'étais jaloux, que je voulais leur argent, que je ne supportais pas son bonheur. Et Cécile, aveuglée par l'amour, m'a écouté de moins en moins. On s'est éloigné. Il a marqué un silence, et sa voix s'est faite plus basse encore. La dernière vraie conversation qu'on a eue avant le drame, c'était une dispute. Je l'avais supplié d'ouvrir les yeux. Je lui avais dit « Cécile, cet homme te dépouille, regarde tes comptes, regarde ce qui se passe. » Et elle s'est mise en colère contre moi. Contre moi, son frère, qui l'avait élevé. Elle m'a dit « Tu es jaloux de mon bonheur, Daniel. Tu n'as jamais supporté que j'ai quelqu'un. Frank m'avait prévenu que tu essaierais de nous séparer. » Daniel a secoué la tête, les yeux humides. C'étaient les mots de Frank dans sa bouche, mot pour mot. Et moi, blessé, en colère, au lieu de rester, au lieu d'insister, je suis parti en claquant la porte. Je me suis dit qu'elle reviendrait, qu'elle comprendrait toute seule. Sache, sa voix s'est brisée. Je n'aurais jamais dû la laisser. C'est mon plus grand regret, monsieur Ford. Je l'ai laissée seule, par orgueil, par colère, exactement comme Frank le voulait. Et la fois suivante où je l'ai vue, ou presque, elle était à l'hôpital, rongée par la maladie, ruinée, abandonnée avec le bébé. Trop tard. C'est pour ça. Il a serré le volant. C'est pour ça que cette nuit, quand je vous ai trouvé au bord de la route, je ne vous ai pas laissé. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un sur le bord du chemin. Plus jamais. Je comprenais maintenant d'où venait la bonté immense de cet homme. De son plus grand remords. Je me reconnaissais, mot pour mot, dans cette histoire. C'était la mienne. C'était celle de Martine. Le même piège, 20 ans plus tôt. Et puis, Cécile est tombée enceinte, a continué Daniel. Elle a eu une petite fille, Lena. Et c'est à peu près à ce moment-là que Frank a frappé son grand coup. Une fois qu'il avait raflé tout ce qu'il pouvait, l'argent, la maison, les économies, il a disparu. Du jour au lendemain. Il a vidé les derniers comptes et il s'est volatilisé, laissant Cécile seule, ruinée, avec un bébé de quelques mois et des dettes qu'il avait contractées en son nom. Mon Dieu, ai-je murmuré. Cécile s'est effondrée. Daniel a pris une inspiration tremblante. Elle a tout perdu d'un coup, l'homme qu'elle aimait, son argent, sa maison, sa dignité. Elle s'est retrouvée à la rue, ou presque, avec Lena. Je l'ai recueillie, bien sûr, avec ma femme. On a fait ce qu'on a pu, mais Cécile n'était plus la même. Le chagrin, la honte, l'avaient brisée de l'intérieur. Elle est tombée malade. Un cancer qu'on a découvert trop tard, alors qu'elle n'avait plus la force de se battre, ni l'envie, je crois. Elle est morte 2 ans après le départ de Frank, à 28 ans, en me faisant promettre une seule chose. La pluie battait sur le pare-brise. Daniel a essuyé ses yeux d'un revers de main. Elle m'a fait promettre d'élever Lena, et de ne jamais lui mentir sur ce qu'avait été son père. Il a eu un sourire douloureux. Lena a 20 ans aujourd'hui. C'est une belle jeune femme. Ma femme et moi, on l'a élevée comme notre propre fille. Elle ne se souvient pas de Frank. Elle était trop petite. Mais elle sait. Elle sait que son père a tué sa mère, pas avec un couteau, mais à petit feu, en lui prenant tout et en l'abandonnant. Il s'est tué un instant. Puis il a repris, et sa voix était devenue dure comme la pierre. Pendant 20 ans, monsieur Ford, j'ai cherché cet homme. J'ai voulu le retrouver, le faire payer, au moins le démasquer. Mais il avait disparu. Changé de région, de cercle, de vie, insaisissable. Je passe mes nuits sur les routes de France, à rouler, et à chaque aire d'autoroute, à chaque relais. Je guettais, sans y croire, un visage qui ressemblerait au sien. 20 ans. Il a tourné la tête vers moi, les yeux brillants. Et voilà que cette nuit, sur une route déserte d'Auvergne, sous la pluie, je m'arrête pour secourir un vieux monsieur abandonné. Et ce vieux monsieur me dit qu'il a été laissé là par son gendre. Frank Vidal. Sa voix s'est brisée. Vous comprenez maintenant?
Le monstre qui a détruit ma sœur est en train de faire exactement la même chose à votre fille. Et le destin, cette nuit, nous a mis face à face, vous et moi. Les deux hommes qui peuvent l'arrêter. J'étais sous le choc. Tout se mettait en place, horriblement. La ferme, l'argent, la procuration, l'isolement de Martine, et maintenant ma propre disparition orchestrée. Franck rejouait, à l'identique, le scénario qui avait tué Cécile. Daniel, ai-je dit, la voix tremblante, si Franck refait ce qu'il a fait à votre sœur, alors après m'avoir éliminé, il va ruiner Martine et l'abandonner. Et peut-être pire. Il faut sauver ma fille. Oui. Oui, Daniel a hoché la tête, le regard fixé sur la route. On va la sauver. Et cette fois, Monsieur Ford, ce salaud ne s'en tirera pas. Cette fois, il y a deux pères pour l'arrêter. Le vôtre et celui que je suis devenu pour Lena. Il a serré le volant. Mais il va falloir être plus malin que lui. Parce qu'un homme comme ça, quand il scène le piège, il est capable de tout. Cette nuit-là, Daniel ne m'a pas déposé dans un hôtel ni dans une gendarmerie. Il m'a emmené chez lui. Il habitait à une centaine de kilomètres de là, dans une petite maison de la périphérie d'une ville de la région, modeste mais chaleureuse. Quand nous sommes arrivés, au milieu de la nuit, sa femme nous attendait, réveillée par son coup de téléphone. Une femme onde et douce, Madeleine, qui s'est précipitée pour me sécher, me changer, me réchauffer, sans poser de questions, avec cette générosité simple des gens de cœur. On m'a installé dans le lit d'une chambre d'amis, sous 3 couvertures, et pour la première fois depuis des heures, j'ai cessé de trembler. Mais avant de dormir, j'ai vu, dans l'entrebâillement de la porte, une jeune fille. Une belle jeune femme de 20 ans, les cheveux bruns, le visage grave, qui me regardait avec une curiosité émue. Lena, la fille de Cécile. La fille de Franck Vidal qui l'avait abandonnée bébé. Elle ne savait pas encore à cet instant que son père venait de refaire surface. Daniel allait devoir le lui annoncer. J'ai dormi quelques heures, d'un sommeil agité, hanté par la pluie, par le visage froid de Franck, par le rire de Martine d'autrefois. Au matin, en descendant dans la cuisine, je les ai tous trouvés autour de la table, Daniel, Madeleine et Lena, et au visage bouleversé de la jeune fille, j'ai compris que Daniel lui avait tout dit. Lena s'est levée. Elle m'a regardé, et elle a dit d'une voix douce mais ferme, « Alors c'est vrai, il est réapparu, et il est en train de faire à votre fille ce qu'il a fait à ma mère. » Elle a serré les poings. « Monsieur Ford, je n'ai jamais connu ma mère. Je n'ai que les photos, et ce que mon oncle Daniel m'en a dit. Mais s'il y a une chance d'empêcher cet homme de tuer une autre femme à petit feu, comme il a tué ma mère, alors je veux en être. Voilà. En une nuit, j'étais passé d'un vieux paysan seul, abandonné dans un fossé, à un homme entouré. Daniel, Madeleine, Lena, une famille d'inconnus qui, à cause de Franck Vidal, était devenue en quelques heures mes plus proches alliés. Ce matin-là, autour du café, Madeleine m'a forcé à manger, à reprendre des forces. Vous avez failli mourir de froid cette nuit, monsieur Ford. Vous êtes encore tout pâle. Mangez. Elle avait préparé des œufs, du pain, de la confiture. Et tandis que je mangeais, ils m'ont posé des questions, doucement, sur Martine, sur ma vie. Et moi, qui n'avais plus parlé à personne depuis si longtemps, Franck avait fait le vide autour de moi, je me suis surpris à me confier. Je leur ai parlé de Martine petite, de la fois où, à 6 ans, elle avait voulu absolument apprendre à traire, et où elle s'était fait renverser le seau sur les pieds, trempé de lait, hilar. De la fois où elle avait sauvé un veau mort-né en le frictionnant avec de la paille pendant 1 heure en pleurant, jusqu'à ce qu'il respire. C'est une bonne âme, ma Martine, ai-je dit. Elle a un cœur grand comme nos montagnes. C'est pour ça que ça me tue, de la savoir entre les mains de ce monstre. Parce que je sais ce qu'il va faire à ce cœur-là. Il va le briser, comme il a brisé celui de votre Cécile. Lena, en face de moi, écoutait, les yeux brillants. Et soudain, elle a posé sa main sur la mienne, sur la table. « On ne le laissera pas faire, Pépé. Pardon, monsieur Ford. » s'est-elle reprise, gênée du mot affectueux qui lui avait échappé. Mais ce mot, Pépé, sorti par accident de la bouche de cet enfant que Franck avait abandonné, m'a touché plus que tout. J'ai retourné ma main et serré la sienne. « Appelle-moi Maurice, ma petite. Ma petite, ou ce que tu veux. Après cette nuit, on est un peu de la même famille, toi et moi. La famille de ceux que Franck Vidal a essayé de détruire. » Daniel nous regardait, et il a hoché la tête, ému. « Alors c'est décidé. On forme une équipe. Le beau-père, le routier et la fille. Et on va lui faire payer 20 ans de saloperie. » Il a levé son bol de café comme on lève un verre, à Cécile.
et à Martine. Nous avons trinqué avec nos bols de café dans cette petite cuisine, et à cet instant, j'ai senti que malgré toute l'horreur, quelque chose de bon était en train de naître. Mais il fallait agir, et vite. Autour de cette table ce matin-là, nous avons commencé à réfléchir. Et très vite, nous nous sommes heurtés au même mur. Le problème, ai-je dit, c'est Martine, ma fille ne me croira pas. Franck a passé des années à lui faire croire que je perds la tête, que je suis jaloux, que j'invente des choses. Si je débarque en lui disant « Ton mari est un escroc qui a tué une femme, il y a 20 ans, et qui veut te ruiner », elle va penser que c'est moi qui déraille. Pire, Franck a sûrement déjà préparé le terrain. À l'heure qu'il est, il a dû raconter à Martine que je suis parti chez Léon ou que j'ai fait une fugue. Quand il apprendra que j'ai survécu, il dira que je me suis perdu, que ma tête s'en va, que ça prouve qu'il faut me placer. Il a le contrôle de l'histoire. Daniel a hoché la tête, sombrement. C'est exactement ce qu'il a fait avec Cécile. Il contrôlait tout. La parole, l'argent, les apparences. Et nous, on courait derrière, sans preuve, en passant pour des aigris. Il a posé ses grosses mains sur la table. Alors cette fois, on ne va pas courir derrière. Cette fois, on va construire un dossier, du solide. De quoi ouvrir les yeux de votre fille, et de quoi le faire tomber devant la justice. Comment? Ai-je demandé. D'abord, ce qui vient de vous faire, à vous. Daniel m'a regardé. Vous abandonnez la nuit, sous la pluie, sans secours, à votre âge. Ça, monsieur Ford, ce n'est pas qu'une saloperie. C'est un délit grave. Délaissement d'une personne vulnérable, mise en danger de la vie d'autrui. On va aller porter plainte. Et moi, je suis témoin, je vous ai recueilli au bord de cette route, je peux dire l'endroit, l'heure, l'état dans lequel vous étiez, et l'histoire de Cécile, a demandé Léna. On a des choses, ma puce. Daniel s'est tourné vers elle. Pendant 20 ans, j'ai gardé tout ce que je pouvais. Les papiers de ta mère, les traces des dettes que Franck a laissées en son nom, les preuves qu'il a vidé les comptes. À l'époque, ça n'a mené à rien, parce qu'on n'a jamais pu remettre la main sur lui. Mais aujourd'hui, on sait où il est. Et tous ces vieux papiers, ajoutés à ce qu'il fait maintenant à la ferme de Monsieur Ford, ça va dessiner un sacré portrait. Celui d'un escroc en série, d'un prédateur de famille. J'ai senti renaître en moi quelque chose que j'avais cru perdu dans ce fossé, l'espoir, et la volonté de me battre. Alors on y va, ai-je dit. On rassemble tout, et on sauve Martine. Mais une inquiétude me tenaillait. Seulement, il faut faire vite. Franck me croit mort, ou perdu pour de bon. Il pense avoir le champ libre, ce qui veut dire qu'il va accélérer. Vendre la ferme, vider les comptes et préparer sa disparition comme avec Cécile. On n'a peut-être que quelques semaines. Peut-être moins. Daniel a hoché la tête, le visage grave. Alors ne perdons pas une minute. Il s'est levé. Mais il y a une chose à faire avant tout le reste, monsieur Ford. La plus dure, peut-être. Il m'a regardé. Il faut que votre fille sache que vous êtes vivant, et il faut le lui faire savoir sans que Franck l'apprenne. Parce que le jour où ce monstre découvrira que vous avez survécu, il deviendra très, très dangereux. Je suis resté quelques jours chez Daniel et Madeleine, le temps de me remettre. Car cette nuit dans le fossé m'avait coûté cher, j'avais pris froid, une mauvaise bronchite, et à mon âge ça ne pardonne pas. Madeleine m'a soigné comme un fils, avec des tisanes, des cataplasmes, de la bonne soupe. Je toussais, j'avais de la fièvre, mais peu à peu, dans la chaleur de cette maison, j'ai repris des forces. Et pendant ces quelques jours, quelque chose d'étrange et de doux s'est produit. Je me suis senti pour la première fois depuis longtemps en famille. Le soir, on dînait tous ensemble, on parlait, on riait même, malgré la gravité de ce qui nous attendait. Léna venait s'asseoir près de moi et me posait 1000 questions sur la vie à la ferme, sur les vaches, sur l'Auvergne qu'elle ne connaissait pas. Daniel me racontait ses tournées, les routes de France, les drôles de types qu'on croise sur les aires d'autoroute. Et moi, je me surprenais à oublier par moments le monstre qui rôdait là-haut dans mes montagnes. Mais l'inquiétude ne me quittait jamais bien longtemps. Chaque nuit, je pensais à Martine, seule là-bas avec lui. Chaque matin, je me réveillais avec la peur au ventre. Le temps pressait. Il fallait agir. Nous avons décidé d'agir avec méthode. Et la première étape, c'était la gendarmerie. Daniel m'y a conduit dès le lendemain matin, dans une brigade d'une ville voisine, pas celle de mon village, pour que la nouvelle ne remonte pas trop vite jusqu'à Franck. Nous avons demandé à parler à un gradé, et on nous a reçus dans un petit bureau gris, un adjudant-chef du nom de Brunet, un homme d'une 50aine d'années, au regard fatigué mais attentif.
Au début, je l'ai senti sceptique. Un vieux paysan qui raconte que son gendre l'a abandonné sur une route, ça pouvait passer à ses yeux pour une querelle de famille, une exagération de personnes âgées. J'ai vu le doute dans ses yeux. Le même doute que Frank avait semé partout, le vieux radote, il dramatise. J'avais d'abord raconté mon histoire seul, et j'avais bien vu l'adjudant prendre des notes du bout des doigts, sans conviction, avec ce petit sourire poli qu'on réserve aux vieux qui se plaignent. À un moment, il m'avait même demandé gentiment mais clairement « Monsieur Faure, êtes-vous suivi médicalement? Avez-vous parfois des trous de mémoire, des confusions ?» Et là, j'avais senti le sol se dérober. Même ici, même devant la gendarmerie, le poison de Frank opérait. On me prenait pour un vieillard qui affabule. J'étais au bord du découragement, prêt à baisser les bras. À quoi bon, si même les gendarmes ne me croyaient pas? C'est là que Daniel a parlé. Il a témoigné, avec la précision d'un homme habitué aux routes, l'endroit exact où il m'avait trouvé, le kilomètre, l'heure, la pluie, l'état de détresse et d'hypothermie dans lequel j'étais, sans téléphone, sans manteau, à des dizaines de kilomètres de toute habitation. Un homme de 76 ans, mon adjudant. Abandonné la nuit, sous un orage, sur une départementale déserte. S'il était resté là 1 ou 2 heures de plus, il y passait. Ça, ce n'est pas une dispute de famille. C'est une tentative de se débarrasser de lui. L'adjudant Brunet s'est redressé. Le témoignage d'un tiers, neutre, crédible, changeait tout. Et ce n'est pas tout, a ajouté Daniel. Et il a posé sur le bureau une vieille chemise cartonnée qu'il avait apportée. L'homme qui a fait ça, Monsieur Faure, il s'appelle Frank Vidal. Et il y a 20 ans, il a fait exactement la même chose à ma sœur, Cécile Marty. Il l'a épousée, ruinée, endettée en son nom, puis abandonnée avec un bébé. Ma sœur en est morte. Voici tout ce que j'ai gardé sur lui depuis 20 ans. L'adjudant a ouvert la chemise. Il a feuilleté les documents, les vieux relevés, les reconnaissances de dette au nom de Cécile, les traces de la disparition de Frank, et son visage a changé. Il a relevé les yeux et il nous a regardés, Daniel et moi, autrement, plus comme un vieux fabulateur et un témoin de passage, mais comme 2 hommes qui apportaient peut-être de quoi coincer un escroc en série. Mais si je comprends bien, a-t-il dit lentement, vous me décrivez un individu qui, sous la même identité, aurait sévi à 20 ans d'intervalle, selon le même mode opératoire, séduire une femme, isolée, s'emparer de son patrimoine par procuration, éliminer les proches gênants, puis disparaître en laissant ses victimes ruinées. Il a tapoté le dossier. Et qui aujourd'hui serait marié à votre fille, Monsieur Faure, et en train de reproduire le même schéma après avoir tenté de vous supprimer? C'est exactement ça, ai-je dit. L'adjudant Brunet a pris une feuille. Alors, nous allons ouvrir une enquête. Monsieur Faure, je vais enregistrer votre plainte pour délaissement de personnes vulnérables et mise en danger de la vie d'autrui. C'est du sérieux, ça peut mener loin. Et je vais signaler les éléments concernant cet homme au parquet pour qu'on examine son passé et ses agissements actuels sur votre exploitation. Il m'a regardé avec gravité. Mais je dois vous mettre en garde. Une enquête, ça prend du temps. Et si votre gendre est bien ce que vous dites, c'est un homme dangereux qui se croit déjà gagnant. Si jamais il apprend que vous êtes vivant et que vous avez parlé, il peut précipiter ses plans, faire disparaître l'argent et fuir. Ou pire, il faut donc être extrêmement prudent. Justement, ai-je dit. Ma fille, Martine, elle me croit partie chez mon cousin. Frank a dû lui raconter n'importe quoi. Comment je la préviens que je suis vivant, sans que Frank l'apprenne et prenne la fuite? L'adjudant a réfléchi. C'est délicat. Si vous l'appelez, et qu'elle en parle à son mari par confiance, par réflexe, tout est compromis. Il faut d'abord savoir ce que votre fille sait, et ce qu'elle pense. Est-elle complice de son mari? Ou victime, comme l'a été la sœur de M. Marty? Ah! Cette question m'a transpercé. Martine, complice. Non. C'était impossible. Et pourtant je l'avais vue si changée et si dressée contre moi. Ma fille n'est pas complice, et je dis avec une conviction qui venait du fond du cœur. Je la connais. Elle est aveuglée, manipulée, comme l'était votre sœur, Daniel. Mais au fond, c'est une bonne personne. Si elle savait la vérité, elle serait horrifiée. Horrifiée. Je l'espère pour vous, Monsieur Faure, a dit l'adjudant. Mais nous devons en avoir le cœur net avant de jouer notre coup. Car si nous nous trompons, si elle prévient son mari, nous perdons tout. En sortant de la gendarmerie, j'étais partagé entre l'espoir et l'angoisse. La machine de la justice était lancée. J'avais un témoin, un dossier, une enquête ouverte.
Mais ma fille était toujours là-bas, à la ferme, seule avec le monstre, persuadée que son vieux père était parti se promener chez un cousin. Et chaque jour qui passait la rapprochait du gouffre où Cécile était tombée. Il fallait l'atteindre. Vite, mais sans alerter la bête. C'est Lena qui a trouvé le moyen. On ne peut pas s'appeler Martine ni lui écrire parce que Frank surveille sûrement tout, a dit Lena ce soir-là autour de la table. Mais on peut l'approcher en personne, quand il n'est pas là. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Ford, votre gendre, est-ce qu'il s'absente parfois? Des journées, des voyages. J'ai réfléchi. Oui, de plus en plus, ces derniers mois. Il dit qu'il a des rendez-vous d'affaires, qu'il doit préparer des dossiers. Il part parfois 2 ou 3 jours. Daniel et moi avons échangé un regard. Nous pensions à la même chose. Ces rendez-vous d'affaires, c'était sans doute Frank, en train de préparer sa sortie, de placer l'argent, d'organiser sa fuite, comme il l'avait fait avec Cécile. Alors voilà ce qu'on va faire, a dit Lena. A dit on va surveiller la ferme discrètement à distance. Et le jour où Frank partira pour un de ses voyages, on ira voir Martine. Vous, monsieur Ford, vous resterez en retrait au début, parce que votre visage la braquerait peut-être tout de suite. C'est moi qui irai lui parler en premier. Une jeune femme inconnue, ça désarme, et j'ai quelque chose à lui montrer qu'aucun mensonge de Frank ne pourra effacer. Son regard s'est durci. Les photos de ma mère, et la vérité sur ce qu'il lui a fait. C'était courageux, et c'était juste. Une victime parlant à une autre victime, par-delà 20 ans, par-delà la mort de Cécile. En attendant l'absence de Frank, nous avons continué à rassembler des preuves. Et Daniel, avec son réseau de routiers et quelques connaissances, a entrepris de surveiller, de loin, ce qui se passait à la ferme et autour de Frank Vidal. Ce que nous avons découvert nous a glacés et a confirmé toutes nos craintes. D'abord, la ferme. Ma ferme, la terre de mon père et de mon grand-père, était déjà en vente. Discrètement, par une agence d'une ville éloignée, pour ne pas ébruiter. Daniel a retrouvé l'annonce. Belle exploitation agricole en Auvergne, terres et bâtiments, cause départ. Cause départ. Le départ de Frank, oui. Il bradait le bien de ma vie pour en tirer du liquide, vite. Ensuite les comptes. Grâce à la procuration que je lui avais bêtement signée, Frank avait, ces derniers, moi, vidé méthodiquement les comptes de l'exploitation et une bonne partie de mes économies. L'argent partait vers des comptes que nous ne pouvions pas tracer entièrement, mais dont certains, manifestement, n'étaient pas à mon nom. Il transférait, il cachait, il préparait son magot. Et enfin, le coup le plus dur peut-être, même si je le redoutais, il y avait une femme. Daniel, à force de surveiller Frank lors de ses voyages d'affaires, l'a vu, dans une ville à 200 km de là, retrouver une autre femme. Une certaine personne avec qui il semblait avoir loué un appartement et préparé une nouvelle vie. Exactement comme il l'avait fait jadis, abandonnant Cécile pour disparaître. Martine, ma fille, n'était pour lui qu'une étape, une proie de plus. Et une fois la ferme vendue, l'argent en poche, il comptait l'abandonner, ruiner, comme il avait abandonné Cécile. Le schéma est identique, monsieur Ford, a dit Daniel, le soir où il m'a montré ses découvertes, trait pour trait. La ferme en vente, c'est la maison de mes parents qu'il avait fait vendre. Les comptes vidés, c'est l'argent de Cécile. La femme dans l'autre ville, c'est sa porte de sortie. Et vous, le beau-père abandonné sur la route, c'est moi, le frère qu'il avait écarté. Il rejoue la même partition 20 ans après. Il y a un soir, pendant cette période de geek que je n'oublierai jamais. Daniel m'avait emmené avec lui dans son camion, surveiller de loin un de ces rendez-vous de Frank dans la ville à 200 km. Nous étions garés sur un parking dans l'ombre et nous l'avons vu sortir d'un immeuble, souriant, détendu, au bras de cette autre femme. Il riait. Il l'embrassait. Il avait le même visage chaleureux, les mêmes gestes tendres qu'il avait eus avec ma Martine, qu'il avait dû avoir avec Cécile. Et de voir ça, de voir ce monstre jouer si bien la comédie de l'amour, alors que ma fille l'attendait là-haut dans nos montagnes en le croyant parti, pour affaire, ça m'a retourné les sangs. J'ai serré les poings si fort que mes vieilles articulations en ont craqué. « Doucement, Maurice, » m'a dit Daniel en posant sa grosse main sur mon bras. « Je sais. Crois-moi, je sais. Moi, ça fait 20 ans que je le porte, ce feu-là. Mais si on se précipite, si on se trahit, il nous file entre les doigts. Il faut le laisser croire qu'il a gagné. C'est le seul moyen. » Il avait raison.
Mais ce soir-là, dans la cabine sombre, j'ai compris la patience surhumaine qu'il avait fallu à cet homme pour porter sa douleur pendant 20 ans sans jamais pouvoir frapper. Et j'ai admiré, plus que jamais, le routier qui m'avait recueilli. Sauf que cette fois, ai-je dit, la gorge serrée par la colère et la peur, cette fois il a en face de lui quelqu'un qui connaît la partition par cœur. Exactement. Daniel a hoché la tête. Et il ne le sait pas encore. C'est notre seul avantage. Tant qu'il vous croit mort ou perdu, il baisse la garde. Il faut en profiter. Mais le temps pressait terriblement. La ferme en vente, les comptes qui se vidaient, l'autre femme. Tout indiquait que Frank approchait du terme de son plan, qu'il s'apprêtait, dans les semaines, peut-être les jours à venir, à conclure la vente, à rafler le tout et à disparaître. Il fallait atteindre Martine avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, un matin, l'occasion s'est présentée. Daniel a reçu un message d'un contact qui surveillait la ferme. Frank venait de partir seul en voiture avec une valise. Pour un de ses voyages d'affaires, Martine était restée à la ferme. Seul, c'était le moment. Nous avons sauté dans le camion et nous avons pris la route de mes montagnes. Lena serrait contre elle une enveloppe avec les photos de sa mère. Moi, je serrais l'espoir de retrouver ma fille. Et Daniel conduisait, le visage déterminé, vers la ferme où 20 ans après Cécile, une autre femme dormait sans le savoir au bord du même précipice. Nous sommes arrivés en vue de la ferme en fin de matinée. Daniel a garé le camion un peu à l'écart sur un chemin de terre hors de vue. La pluie avait cessé, mais le ciel d'Auvergne restait bas et gris sur les estives. Ma vieille maison de pierre était là, en contrebas, avec son toit de lauze et sa cheminée qui fumait. Mon cœur se serrait. C'était chez moi, et je n'avais pas le droit d'y entrer. Comme prévu, c'est Lena qui est descendue la première. Seule, elle a traversé la cour et elle a frappé à la porte. Daniel et moi, depuis le camion, nous regardions, le cœur battant. Martine a ouvert. Ma Martine. De loin, je l'ai trouvée amaigrie, fatiguée, le visage marqué. Elle a regardé cette jeune femme inconnue avec méfiance. Nous ne pouvions pas entendre, mais nous avons vu Lena parler, doucement, longuement. Nous avons vu Martine secouer la tête, faire mine de refermer la porte. Puis Lena a sorti l'enveloppe, les photos, et Martine s'est immobilisée. Elle a pris les photos, elle les a regardées, longtemps. Et même de loin, nous avons vu son corps se figer, puis se voûter, comme sous un coup. Lena m'a raconté plus tard ce qui s'était dit. Elle avait d'abord présenté les choses prudemment. Madame, je m'appelle Lena. Je sais que ça va vous paraître fou, et je vous demande juste de m'écouter 5 minutes. C'est au sujet de votre mari, Frank Vidal. Martine s'était braquée aussitôt, prête à claquer la porte. Si c'est encore une histoire montée par mon père, je ne veux pas l'entendre. Mon père invente des choses, il n'a plus toute sa tête. Et là, Lena avait sorti les photos. Madame, regardez, cette femme, c'est ma mère, Cécile. Elle avait votre âge autrefois, et elle a épousé le même homme que vous, Frank Vidal, il y a 20 ans. Martine avait pris les photos, troublée, une jeune femme souriante, une noce, un bébé, et au milieu, plus jeune de 20 ans, mais reconnaissable entre tous, Frank, son Frank, le bras autour d'une autre épouse. Il l'a ruiné, madame, avait poursuivi Lena, la voix tremblante. Il lui a pris son argent, sa maison, par une procuration, comme il a dû le faire avec vous. Il a monté ma mère contre son propre frère, mon oncle, pour l'isoler. Et quand il a eu tout pris, il a disparu, en la laissant seule, ruinée, avec moi, son bébé. Ma mère en est morte 2 ans plus tard, de chagrin et de maladie, à 28 ans. À 28 ans, Lena avait planté son regard dans celui de Martine. Aujourd'hui, il fait exactement la même chose avec vous. Votre ferme est déjà en vente. Vos comptes sont vidés. Et il a une autre femme, dans une autre ville, avec qui il prépare sa fuite. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande juste de regarder ces photos et de vous demander pourquoi votre mari ne vous a jamais parlé d'elle. Martine était devenue livide. Les photos tremblaient dans ses mains. Et alors, Lena avait ajouté la chose qui avait tout fait basculer. Et il y a autre chose, madame. Quelque chose de plus grave encore. Votre père. Mon père est chez son cousin en Corrèze, avait murmuré Martine. Non, madame. Votre père n'est jamais arrivé chez aucun cousin. Lena avait pris une inspiration. Il y a quelques jours, votre mari l'a emmené en voiture, la nuit, et il l'a abandonné au bord d'une route déserte sous la pluie, en lui disant « Personne ne viendra te chercher ». Il voulait se débarrasser de lui.
le laisser mourir de froid ou le faire passer pour fou. Votre père a failli mourir cette nuit-là. C'est faux, avait crié Martine. C'est impossible. Votre père est vivant, madame, avait dit doucement Léna. Parce que mon oncle, qui est routier, l'a trouvé sur cette route et l'a sauvé. Et il est là. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti du camion. Mes jambes tremblaient. Pas de froid, cette fois, mais d'émotion. Cela faisait des semaines que je n'avais pas vu ma fille. Des semaines pendant lesquelles je m'étais demandé 1000 fois si elle m'aimait encore, si Franck avait définitivement détruit le lien entre nous, si elle me croirait jamais. Et voilà que j'allais l'affronter, là, dans la cour de notre ferme, sous ce ciel gris. J'ai traversé la cour, lentement, sous le ciel gris, vers ma fille qui me regardait approcher, pétrifiée, le visage défait, comme si elle voyait un revenant. Et c'est un peu ce que j'étais, un père revenu d'entre les morts. « Papa ?» Sa voix n'était qu'un souffle. « Papa, c'est toi ?» « C'est moi, ma Martine, » ai-je dit, les larmes aux yeux. « Je suis vivant. » Elle a regardé les photos en ses mains. Elle m'a regardé, moi bien vivant, là où Franck l'avait cru débarrassé de moi. Et soudain, tout l'édifice de mensonges que Franck avait bâti pendant des années s'est effondré d'un coup dans son esprit. Je l'ai vu sur son visage. La vérité brutale, atroce, qui se faisait jour. Elle a lâché les photos. Et elle s'est jetée dans mes bras en éclatant en sanglots. Papa, pardon. Je t'ai cru fou, je t'ai laissé seul, j'ai cru Franck, et lui il a voulu te tuer, mon Dieu, il a voulu te tuer. Je l'ai serré contre moi, ma fille, ma petite Martine retrouvée comme je la serrais, quand elle était enfant et qu'elle tombait dans la cour de la ferme. Là, ma fille, là, c'est fini. Je suis là, on est ensemble maintenant, et on va l'arrêter. Ce jour-là, à la ferme, pendant que Franck était parti pour un de ses voyages, nous avons tout mis à plat. Martine, ma fille, était dévastée, mais elle avait retrouvé sous le choc sa force d'autrefois, cette force des femmes d'Auvergne que rien ne brise vraiment. Et surtout, elle voulait se battre, pour réparer, pour venger Cécile, qu'elle ne connaissait pas, mais dont l'histoire l'avait bouleversée, et pour me venger, moi, son père, qu'elle avait failli perdre. Avec Martine de notre côté, tout changeait, car elle, désormais, avait accès à l'intérieur, au papier, au compte, aux mensonges de Franck. Elle nous a montré ce qu'elle pouvait. Et le tableau s'est précisé, plus noir encore. La vente de la ferme était sur le point d'aboutir, Franck avait trouvé un acheteur et la signature définitive chez le notaire était prévue dans moins de 2 semaines. Une fois la vente conclue, l'argent, des centaines de milliers d'euros, atterrirait sur des comptes que Franck contrôlait et il pourrait disparaître dans la foulée. Le compte à rebours était bien plus avancé que nous ne le pensions. « Dans 2 semaines, ai-je murmuré. Dans 2 semaines, il vend la terre de mon père, il prend l'argent et il s'évapore. Et il me laisse moi, avec les dettes et les comptes vides, a dit Martine, le visage dur. Comme il a laissé cette pauvre Cécile. » Léna, en entendant le nom de sa mère dans la bouche de Martine, a baissé les yeux. Un lien étrange était en train de se tisser entre ces 2 femmes, l'ancienne victime morte et la nouvelle vivante, à travers les 20 ans qui les séparaient. Nous avons aussitôt prévenu l'adjudant Brunet. La donne avait changé. Nous avions maintenant l'épouse de Franck de notre côté, prête à témoigner et à coopérer. Brunet a pris l'affaire encore plus au sérieux. Et de son côté, l'enquête avait avancé. En remontant le passé de Franck Vidal, les gendarmes avaient découvert quelque chose qui a achevé de nous glacer. Cécile, la sœur de Daniel, n'était pas la seule. Entre Cécile, 20 ans plus tôt, et Martine aujourd'hui, il y avait eu au moins une autre femme, une veuve, dans le sud-ouest, une dizaine d'années auparavant. Franck l'avait courtisée, épousée, dépouillée selon le même rituel, puis abandonnée. Cette femme-là avait survécu, mais ruinée, brisée. Elle n'avait jamais porté plainte, par honte. Les gendarmes l'avaient retrouvée. Et, en apprenant que l'homme qui l'avait détruite refaisait surface et qu'on pouvait enfin l'arrêter, elle avait accepté de parler. Cette femme s'appelait Geneviève. Daniel et moi avons fini par lui parler, plus tard au téléphone d'abord, puis nous sommes allés la voir, avec Léna, une dame d'une 60aine d'années digne, mais dont les yeux gardaient la marque d'une blessure jamais refermée. Elle vivait désormais dans un petit logement modeste, elle qui avait possédé une belle maison et une situation confortable avant Franck. Il s'appelait Franck Royer, à l'époque, nous a-t-elle dit. Un autre nom, un de plus. Mais c'était lui. Je l'ai reconnu sur la photo que les gendarmes m'ont montrée.
sans l'ombre d'un doute. Ce sourire, cette façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne au monde. Elle a frissonné. Mon mari était mort depuis 2 ans. J'étais seul, perdu, vulnérable. Il est arrivé dans ma vie comme un sauveur. Attentionné, patient. Il a mis un an avant de parler d'argent. Un an. C'est ça qui est terrible, sa patience. Quand il a enfin frappé, je lui faisais une confiance aveugle. Il a tout pris, et il est parti. Et moi, j'ai eu trop honte pour en parler à qui que ce soit. J'ai cru que j'étais la seule idiote au monde à m'être fait avoir comme ça. Pendant 10 ans, j'ai porté cette honte seule. Lena lui a pris la main. Vous n'étiez pas la seule, madame. Vous n'étiez pas idiote. Il a fait ça à des dizaines de femmes. À ma mère aussi. Et elle en est morte. Geneviève a regardé Lena, et les 2 femmes à 30 ans d'écart sont restées un moment main dans la main, unies par le même bourreau. Alors je parlerai, a dit Geneviève. Cette fois, je parlerai. Pour votre mère. Pour vous. Pour cette Martine. Et pour toutes celles dont on ne saura jamais le nom. En repartant de chez elle, j'avais le cœur lourd, mais la détermination plus forte que jamais. Combien de Cécile, combien de Geneviève, combien de Martine sur 30 ans, combien de vies brisées dans le silence et la honte. Il fallait que ça s'arrête. Avec nous, ça allait s'arrêter. C'est un prédateur en série, monsieur Faure, m'a dit l'adjudant Brunet au téléphone. Un homme qui a fait de la destruction des familles son métier depuis des décennies. Cécile Marty. Cette veuve du Sud-Ouest, votre fille, et combien d'autres entre les deux, dont on ne sait rien, mais cette fois, nous avons de quoi le faire tomber. Le délaissement dont vous avez été victime. Les escroqueries, l'abus de faiblesse, les témoignages. Il ne s'en sortira pas. Mais il faut l'arrêter avant la vente, ai-je insisté. Avant qu'il prenne l'argent et qu'il file. Justement. La voix de Brunet s'est faite plus tendue. Et c'est là que ça devient délicat. Non, pour l'arrêter proprement, et surtout pour récupérer l'argent et protéger votre fille, le mieux serait de le prendre sur le fait, de le laisser croire que tout se déroule comme prévu jusqu'au dernier moment, et de l'interpeller au moment où il croit toucher au but. Il a marqué une pause, mais pour cela, il faut que personne n'éveille ses soupçons. Or, monsieur Faure, vous êtes vivant. S'il l'apprend, il prend peur et il s'enfuit aussitôt, sans attendre la vente, avec ce qu'il a déjà raflé. Et l'argent de la ferme, lui, ne sera peut-être jamais récupéré. J'ai compris ce que cela impliquait, et mon cœur s'est serré. Vous voulez dire qu'il faut que Franck continue de me croire mort ou disparu? Exactement. Exactement. Brunet a baissé la voix. Et il faut que votre fille, Madame Martine, fasse comme si de rien n'était. Qu'elle joue, devant son mari, l'épouse qui ne se doute de rien, jusqu'au jour de la signature. C'est une épreuve terrible que je lui demande là. Vivre encore 2 semaines aux côtés de l'homme qui a voulu tuer son père et qui s'apprête à la ruiner en lui souriant sans rien laisser paraître. Tous les regards se sont tournés vers Martine. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a relevé la tête, et dans ses yeux, j'ai vu briller une détermination qui m'a rappelé sa mère, ma Jeanne. « Je vais le faire », a-t-elle dit. « Pour toi, papa. Pour toi, pour Cécile, pour cette femme du Sud-Ouest, et pour toutes les autres qu'il détruirait après moi si on le laissait filer. » Elle a serré les poings. Je vais sourire à ce monstre encore 2 semaines, et le jour où il croira avoir gagné, je serai là pour le voir tout perdre. Ce soir-là, dans la cuisine de Daniel, nous avons mis au point les derniers détails, penchés sur une feuille de papier comme des conspirateurs. L'adjudant Brunet nous avait expliqué le déroulé. Le jour de la signature, des gendarmes en civil seraient postés à l'intérieur et autour de l'étude du notaire. Martine devait accompagner Franck, jouer son rôle jusqu'au bout, et au moment où il s'apprêterait à paraphère l'acte et à donner les ordres de virement, les gendarmes interviendraient. On figerait la transaction. On saisirait les fonds déjà détournés. Et on l'arrêterait, en flagrant délit, devant témoins. Et moi? Avait demandé Lena. Qu'est-ce que je fais, moi? Toi, ma puce, tu restes à l'écart, avait dit Daniel fermement. C'est trop dangereux. Mais Lena avait secoué la tête. Non, je veux être là. Pas pour me venger, mais pour le regarder en face une fois dans ma vie, pour qu'il sache que la petite fille qu'il a abandonnée est devenue quelqu'un, que je suis vivante, debout, et que c'est moi, sa fille, qui ai aidé à le faire tomber. Ma mère n'a pas pu le faire. Je le ferai pour elle, devant tant de détermination,
Daniel n'avait pas su quoi répondre. Il avait fini par hocher la tête, les yeux humides de fierté. Quant à moi, on m'avait assigné le rôle le plus dur, attendre. Rester caché en retrait jusqu'au signal. Moi, qui voulais être en première ligne, on me demandait de patienter dans l'ombre, à cause de mon âge, et parce que ma seule apparition pouvait tout faire échouer. J'ai accepté, à contre-cœur. Mais au fond de moi, je m'étais juré une chose, le jour où ce serait fini, je voulais être le premier que Frank verrait. Je voulais qu'il sache, en me regardant dans les yeux, que le vieux qu'il avait laissé pour mort dans un fossé était bien vivant, et que c'était lui, ce vieux, qui avait sa peau. Le piège était décidé. La date était fixée, celle de la signature, chez le notaire. Restait à tenir, d'ici là, et à prier pour que Frank ne découvre rien. Mais les prédateurs, vois-tu, ont un instinct. Et celui de Frank Vidal allait bientôt lui souffler que quelque chose, dans sa belle mécanique, s'était mis à grincer. Les 2 semaines qui ont suivi ont été pour ma fille un calvaire. Et pour moi, une torture d'un autre genre, celle d'attendre, caché chez Daniel et Madeleine, à des kilomètres de ma ferme, en sachant ma fille seule, chaque jour, chaque nuit, aux côtés du monstre. Martine jouait son rôle avec un courage que je n'aurais jamais imaginé. Elle se levait, préparait le café à Frank, l'écoutait parler de ses affaires, lui souriait, l'embrassait même en ravalant le dégoût et la peur. Elle, qui savait maintenant qu'il avait voulu tuer son père et qu'il s'apprêtait à la jeter à la rue, devait faire semblant de ne rien savoir, de l'aimer encore. Le soir, en cachette, elle nous appelait depuis le fond du pré, là où Frank ne pouvait pas l'entendre, et elle craquait, elle pleurait, elle disait qu'elle n'en pouvait plus. Et nous la soutenions, du mieux qu'on pouvait, à travers le téléphone. « Tiens bon, ma fille, lui disais-je. Encore quelques jours. Pense à Cécile. Pense à toutes celles qu'on va sauver. » Une nuit, elle a bien failli tout perdre. Elle nous a raconté qu'elle s'était réveillée vers 3 heures du matin et que Frank n'était plus dans le lit. Le cœur battant, elle s'est levée et elle l'a trouvé dans le bureau, en train de fouiller son téléphone à elle, cherchant sans doute la preuve de ce qu'il flairait. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte. Par chance, elle avait, sur les conseils de Daniel, effacé chaque soir tous nos échanges, vidé l'historique, supprimé jusqu'aux traces. Frank n'a rien trouvé. Mais il a relevé la tête, et il l'a regardée, debout dans la pénombre, avec un regard si froid, si soupçonneux, qu'elle a cru sa dernière heure venue. « Je ne dormais pas », a-t-elle dit d'une voix qu'elle s'était forcée de rendre ensommeillée. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» Frank a esquissé un sourire. « Le mien était déchargé, je voulais voir l'heure. »« Rendors-toi. » Et il le lui a rendu. Mais Martine savait qu'il avait menti. Oh, mais moi, et lui savait qu'elle savait. Cette nuit-là, ils sont restés allongés côte à côte dans le noir, chacun feignant de dormir, 2 ennemis dans le même lit, et ma fille a serré les dents jusqu'à l'aube pour ne pas hurler. Quand elle m'a raconté ça, le lendemain, au téléphone, la voix tremblante, j'ai bien failli tout arrêter, courir là-bas, la sortir de cet enfer. Mais elle m'en a empêché. Non, papa. On va jusqu'au bout. Je ne laisserai pas cette ordure recommencer ailleurs. Je tiendrai. Pour Cécile. Pour nous toutes. Et j'ai compris que ma petite Martine était devenue une femme d'un courage que je n'avais pas soupçonné. Pour moi aussi, ces 2 semaines ont été une épreuve. Caché chez Daniel, à des kilomètres de ma ferme, je tournais en rond comme un lion en cage. Je ne dormais plus. Je guettais chaque appel de Martine, le ventre noué. Un soir, elle a réussi à me parler plus longtemps depuis le fond du pré, à voix basse. « Papa, m'a-t-elle dit, et sa voix tremblait. Tu sais ce qui me fait tenir? Je repense à quand j'étais petite. À toi et maman, à la ferme, au bonheur qu'on avait, tous les 3. Et je me dis que cet homme a essayé de salir tout ça, de me faire croire que mon enfance était une prison, que tu étais un poids. Mais c'est faux. Mon enfance, c'était le paradis. Et toi, tu es le meilleur père du monde. J'ai pleuré, seul, dans la nuit, en écoutant ma fille me dire ces mots que j'avais cru ne plus jamais entendre. Tiens bon, ma Martine, encore un peu. Et après, plus jamais personne ne se mettra entre nous. Plus jamais, papa, je te le promets. Ces appels nocturnes étaient à la fois ma torture et ma raison de tenir, car à chaque fois, je raccrochais en sachant qu'elle retournait, dormir à côté du monstre. Pendant ce temps, l'adjudant Brunet préparait l'opération avec le parquet. Le plan était clair. Le jour de la signature de la vente, chez le notaire, les gendarmes seraient présents, prêts à interpeller Frank au moment précis où il croirait avoir réussi. On gelait la transaction, on l'arrêtait,
on saisissait les comptes, et la ferme de mes ancêtres serait sauvée. Mais Frank Vidal n'était pas n'importe qui. C'était un prédateur, et les prédateurs ont un sixième sens pour le danger. Au fil de ces 2 semaines, il a commencé à sentir que quelque chose clochait. Bon, Martine, malgré tous ses efforts, n'était plus tout à fait la même. Une crispation, un regard fuyant, une absence. Et Frank, méfiant par nature, a flairé l'anomalie. Il a commencé à la tester. Martine nous l'a raconté. Un soir, il a lâché, l'air de rien. Au fait, ton père, il va bien chez ton cousin. Tu as des nouvelles? Un piège. Un pied pour voir sa réaction. Martine, le cœur battant, a réussi à répondre d'une voix égale. Oui, il a appelé hier, il se plaît bien là-bas, il reste encore un peu. Frank l'a regardé longuement, et il a souri. Mais ce sourire n'était pas rassuré. C'était le sourire d'un homme qui doute. Un autre jour, il a remarqué les appels que Martine passait le soir. Tu téléphones beaucoup, ces temps-ci. À qui? À une amie, Frank? Une copine qui traverse un divorce difficile. Là encore, elle avait sauvé la mise. Mais le filet se resserrait dans la tête de Frank, et il devenait nerveux, soupçonneux, dangereux. Et puis, à 4 jours de la date prévue pour la signature, il s'est passé ce que nous redoutions le plus. Frank a changé ses plans. Martine nous a appelés, paniqués, un soir. Il a avancé la vente. La signature, ce n'est plus dans 4 jours, c'est après-demain. Il a appelé le notaire et l'acheteur. Il a tout fait avancer, sous prétexte que l'acheteur était pressé. Et il y a autre chose. Sa voix tremblait. Il a préparé une valise. Je l'ai trouvée cachée dans le grenier, pleine, avec son passeport, des billets d'avion, pour l'étranger, au lendemain de la signature. Papa, il va signer après-demain, prendre l'argent et s'enfuir le jour d'après. Il a tout avancé. Je crois qu'il se doute de quelque chose. Mon sang s'est glacé. Le compte à rebours venait de s'accélérer brutalement. Nous avions 2 jours, plus de semaines. 2 jours. J'ai aussitôt prévenu Daniel et l'adjudant Brunet. Brunet a juré, puis il s'est ressaisi. Bon, il avance. C'est jouable, mais ça va être serré. On maintient le plan, mais sur la nouvelle date. Après-demain, chez le notaire, on sera là. Il a hésité. Mais s'il a flairé quelque chose, il peut encore tout annuler à la dernière minute et filer avant la signature. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il s'assoie chez ce notaire. Et pour ça, monsieur Faure, tout repose, plus que jamais, sur votre fille. Elle doit le rassurer. Le convaincre que tout est normal. Le mener jusqu'à la table de signature sans qu'il prenne peur. J'ai pensé à Martine, seule, 2 jours encore, face à cet homme qui sentait le piège et qui devenait imprévisible. Et la peur m'a tordu le ventre, car un prédateur acculé qui sent qu'on lui échappe est capable du pire. Daniel, ai-je dit, il faut qu'on soit près de la ferme, pas loin, au cas où. Je ne supporterai pas de savoir ma fille seule avec lui, si près du dénouement. On y va, a dit Daniel sans hésiter en attrapant ses clés. On va se poster pas loin. Et crois-moi, Maurice, il m'avait au fil des jours fini par me tutoyer comme un vieil ami. Quoi qu'il arrive, ce salaud ne touchera plus jamais à ta fille. Ni à personne. Cette nuit-là, postés dans le camion sur un chemin dominant la ferme, nous avons veillé. En bas, dans la maison de mes ancêtres, ma fille dormait, ou faisait semblant, à côté d'un monstre qui préparait sa fuite. Et au loin, sur les estives noires, le vent d'Auvergne soufflait comme un présage. Le lendemain serait le jour de la signature, le jour où tout se jouerait. Le jour de la signature s'élevait sur un ciel d'Auvergne lourd et menaçant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La signature de la vente était prévue à 15 heures, à l'étude d'un notaire d'une ville voisine. L'acheteur serait là, Frank serait là, et Martine devait l'accompagner en épouse complice pour ne pas éveiller ses soupçons. L'adjudant Brunet avait tout orchestré. Plusieurs gendarmes en civil seraient postés dans et autour de l'étude. Au moment où Frank signerait ou tenterait de récupérer les fonds, il l'interpellerait. Moi, on m'avait demandé de rester en retrait, dans le camion de Daniel, garé à proximité. Vous ne devez surtout pas apparaître avant le signal, monsieur Faure, m'avait prévenu Brunet. S'il vous voit trop tôt, il comprend tout, et il fuit. Mais les plans en voiture résistent rarement au contact avec un homme aussi rusé que Frank Vidal. Dès le matin, Martine nous a alertés. Frank était d'une nervosité extrême. Il tournait en rond, regardait par les fenêtres, sursautait au moindre bruit.
Son instinct de prédateur hurlait au danger. Au danger. À midi, il a dit à Martine, brusquement, « On change, on ne va pas chez le notaire ensemble. Je préfère y aller seul. Toi, tu restes à la ferme. » Martine, le cœur battant, a tenté de le retenir. « Mais Franck, je veux être là, c'est notre projet à tous les deux, je... » Il l'a coupé, le regard dur. J'ai dit non. Tu restes. Et là, Martine a compris. Franck ne lui faisait plus confiance. Il sentait le piège. Il voulait signer seul, prendre l'argent et disparaître sans même repasser par la ferme. Sa valise était déjà dans le coffre de la voiture. Elle a réussi à nous prévenir en vitesse par un message avant qu'il ne parte. Il y va seul. Il se méfie. Il a sa valise. Je crois qu'il ne reviendra pas. Tout s'emballait. Tout s'emballait. Brunet a redéployé ses hommes en urgence vers l'étude. Et Daniel, sans hésiter, a démarré le camion. On y va. On se met en position près de chez le notaire. Si ça tourne mal, si ce salaud essaie de filer, je veux être là. Nous sommes arrivés en ville, peu avant 15 heures. Daniel a garé le camion dans une rue qui donnait sur la place où se trouvait l'étude. De là, on voyait la porte. Et bientôt, nous avons vu arriver la voiture de Franck. Il s'est garé, il en est sorti, a jeté un regard méfiant autour de lui, sans nous repérer, caché que nous étions dans la haute cabine, et il est entré chez le notaire. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Quelque part derrière ces murs, Franck s'asseyait pour signer la vente de la terre de mes ancêtres, et les gendarmes attendaient le bon moment. Dans la cabine, Daniel et moi ne disions rien. Je fixais la porte de l'étude, les mains crispées sur le volant, le moteur tournant, au ralenti. Moi, je priais. Je priais comme je n'avais pas prié depuis la mort de Jeanne. Je pensais à ma fille, à la terre de mon père, à toute cette histoire qui allait se jouer dans les minutes à venir. Je pensais aussi à Cécile, que je n'avais jamais connue, et il me semblait qu'elle était là, avec nous, dans cette cabine, à attendre, elle aussi, que justice soit enfin rendue. « Ça va aller, Maurice », a murmuré Daniel, sans quitter la porte des yeux, mais je sentais bien qu'il n'en était pas sûr lui-même. Franck était un renard, et un renard scinte le piège. Mais Franck, le renard, a senti le piège jusqu'au bout. Martine nous l'a raconté plus tard, d'après ce qu'elle a reconstitué. Dans le bureau, au moment de signer, il a remarqué un détail. Un homme en faction qui n'avait pas l'air d'un clerc, un regard de trop, une présence anormale. Et son instinct a hurlé. Au lieu de signer, il s'est levé brusquement, a prétexté un appel urgent et il a filé vers la sortie. De notre poste, nous l'avons vu ressortir en trompe de l'étude, le visage décomposé, et se précipiter vers sa voiture. Au même instant, des hommes sont sortis derrière lui en criant « Police ! Halt ! Les gendarmes !» Le piège s'était déclenché trop tôt, ou Franck l'avait éventé une seconde avant qu'il ne se referme. Il a sauté dans sa voiture, démarré dans un hurlement de pneus, et il a foncé. Droit vers la sortie de la ville, droit vers la route, droit vers la fuite, l'argent déjà transféré, le passeport et les billets dans sa valise. Il se sauve, ai-je crié. Il va nous échapper. Et c'est là que Daniel, mon Daniel, le routier au grand cœur qui m'avait sauvé d'un fossé, a fait ce que personne n'attendait. Il a démarré son camion. 30 tonnes d'acier. Et il a dit, les mâchoires serrées, les yeux fixés sur la voiture de Franck qui filait vers la route, « 20 ans, Cécile. 20 ans que j'attends ça. » Il a embrayé. Cette fois, tu ne passeras pas. Ce qui s'est passé ensuite, je le revois encore au ralenti, comme dans un rêve. La voiture de Franck a filé hors de la ville, sur la route départementale qui montait vers les Estives. Cette même sorte de route déserte où, 2 semaines plus tôt, il m'avait abandonné sous la pluie. Derrière lui, des gyrophares des gendarmes s'étaient lancés à sa poursuite. Mais Franck conduisait comme un fou, prenant de l'avance dans les virages, et sur ces routes de montagne qu'il connaissait désormais, il aurait pu leur échapper. Sauf qu'il y avait Daniel. Daniel connaissait ces routes mieux que personne. Il les avait parcourues 1000 fois, de nuit, au volant de son poids lourd. Et il savait que, plus haut, la départementale se rétrécissait au passage d'un vieux pont de pierre, à la sortie d'un virage en épingle. Un goulot d'étranglement. Pendant que Franck fuyait par la route principale, Daniel a lancé son camion par un chemin de traverse qu'il était seul à connaître, un raccourci de routier, pour arriver au pont avant lui. « Accroche-toi, Maurice !» m'a-t-il crié. Le camion a bondi, secoué, sur le chemin défoncé. Mon vieux cœur cognait.
et nous avons débouché sur la départementale juste avant le pont, quelques secondes avant la voiture de Frank. Daniel a alors fait pivoter son camion en travers de la route, bloquant entièrement le passage étroit du pont. 30 tonnes d'acier en travers, infranchissable. La voiture de Frank a surgi du virage à pleine vitesse. Il a vu le camion en travers barrant la route. Il a écrasé la pédale de frein. Les pneus ont hurlé. La voiture a chassé, dérapé sur l'asphalte mouillé, et elle est venue s'immobiliser dans un fracas contre le parapet de pierre du pont à quelques mètres du camion. Le choc n'était pas violent, Frank n'avait rien, mais il était pris, coincé. Le camion devant, le parapet sur le côté, le ravin en contrebas, et, déboulant derrière lui, les voitures de gendarmerie. Frank est sorti de sa voiture en titubant, cherchant une issue, comme une bête traquée. Il a regardé à droite, à gauche, mais il n'y avait plus d'issue. Les gendarmes l'ont encerclé, arme au poing. Frank Vidal, plus un geste, à terre. Et c'est à ce moment-là que je suis descendu du camion. Je me suis avancé vers lui, lentement, ce vieux paysan qu'il avait laissé pour mort dans un fossé. Et quand Frank m'a vu, son visage est devenu un masque d'incrédulité et d'effroi. Comme s'il voyait un fantôme. Le fantôme de l'homme qu'il croyait avoir éliminé. Toi, a-t-il bredouillé. Tu es, mais tu es censé être. Mort, ai-je dit. Tu m'as laissé mourir sous la pluie, Frank. Personne ne viendra te chercher, tu te souviens? Je désignais Daniel qui descendait de son camion. Eh bien, tu t'es trompé. Quelqu'un est venu. Et pas n'importe qui. Daniel s'est planté devant Frank. Et le prédateur, en le voyant, a pâli plus encore, parce qu'au bout de 20 ans, il l'a reconnu. Daniel Marty, a dit le routier, la voix tremblante de toute une vie de deuil et de rage contenue. Le frère de Cécile. Tu te souviens de Cécile, Frank? La femme que tu as ruinée et abandonnée avec un bébé il y a 20 ans. La femme qui en est morte. Ses poings étaient serrés, mais il ne l'a pas frappée. Je t'ai cherché pendant 20 ans. Et le destin t'a mis sur ma route, le soir où tu as abandonné ton beau-père. Comme tu nous as abandonnés, nous. Frank regardait, hagard, ces deux hommes surgis de son passé et de son présent, ces deux familles qu'il avait cru détruire impunément. À cet instant, une autre voiture est arrivée en trombe, et s'est arrêtée derrière les véhicules de gendarmerie. Martine en a jailli. Elle avait suivi, prévenue, le cœur fou. Elle a couru vers nous, et quand elle m'a vu, debout, vivant, face à Frank Menotté, elle s'est arrêtée net. Puis elle s'est tournée vers son mari. Et le regard qu'elle lui a lancé, je ne l'oublierai jamais, un mélange de dégoût, de chagrin, et de cette force froide des femmes trahies. « Tu as voulu tuer mon père, a-t-elle dit, la voix tranchante comme la bise d'hiver. Tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu allais me ruiner et me jeter comme tu as jeté les autres. Pendant des années, je t'ai aimé. J'ai cru en toi. Et toi, tu te servais de moi comme d'un objet. » Elle a secoué la tête. « Le pire, ce n'est même pas ce que tu m'as pris. C'est ce que tu as failli me faire perdre, mon père. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. » Frank a ricané, méprisant jusqu'au bout. « Tu n'étais qu'une étape, Martine. Martine. Une ferme à vendre. Rien de plus. » Ces mots cruels, jetés à la figure de ma fille, m'ont fait bondir, mais Martine n'a pas flanché. Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Eh bien, cette étape-là, Frank, c'est celle où tu t'arrêtes. » Définitivement. Et puis une troisième silhouette s'est avancée. Une jeune femme, Lena. Lena, elle s'est arrêtée devant lui, et elle l'a regardé, longtemps, cet homme qu'elle n'avait jamais connu, ce père qui l'avait abandonné. Nourrisson. « Je m'appelle Lena, a-t-elle dit d'une voix qui ne tremblait pas. Lena Marty. Je suis ta fille, la fille de Cécile, celle que tu as laissée derrière toi, bébé, quand tu es parti avec l'argent de ma mère. » Elle a soutenu son regard. « Je voulais juste te voir une fois, voir le visage de l'homme qui a tué ma mère à petit feu. Et te dire que malgré toi, j'ai été élevé dans l'amour, par un homme bien, mon oncle Daniel, qui a été un vrai père, lui. Tu ne m'as rien laissé, Frank. Pas même un souvenir. Mais regarde, je suis là, debout, vivante. Et toi, tu vas en prison. » Frank n'a rien trouvé à répondre. Le beau parleur, l'homme aux mots de miel, était sans voix devant sa fille abandonnée. Les gendarmes lui ont passé les menottes. L'adjudant Brunet, essoufflé d'avoir couru,
est arrivé à son tour. Frank Vidal, vous êtes en état d'arrestation pour délaissement de personnes vulnérables, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie, abus de faiblesse, et la liste va s'allonger, croyez-moi. On l'a emmené vers une voiture de gendarmerie. Au passage, il a tourné la tête vers moi une dernière fois, le regard plein de haine. Mais je n'ai pas tremblé. J'ai soutenu son regard, ce vieux paysan d'Auvergne qu'il avait sous-estimé. Tu vois, Frank, ai-je dit doucement, sur les routes de nos montagnes, on ne laisse jamais un homme mourir seul dans un fossé. Il se trouve toujours quelqu'un pour s'arrêter. C'est ça, chez nous, qu'on appelle l'humanité. Une chose que tu n'as jamais comprise. La portière a claqué. Et Frank Vidal a disparu cette fois pour de bon vers la prison qu'il méritait. L'arrestation de Frank Vidal a tout fait basculer. Une fois le prédateur sous les verrous, la vérité, longtemps cachée, a éclaté au grand jour. L'enquête a duré des mois et elle a révélé l'ampleur du désastre. Frank Vidal n'était même pas son seul nom. Au fil des décennies, il avait utilisé plusieurs identités, plusieurs visages, et derrière lui, il laissait une traînée de familles détruites à travers toute la France. Cécile, la sœur de Daniel, 20 ans plus tôt. La veuve du Sud-Ouest, 10 ans après. Et d'autres encore que l'enquête a mis au jour, une commerçante dans l'Est, une retraitée en Bretagne. Toujours le même mode opératoire. Séduire une femme seule ou une famille avec un peu de bien. S'emparer du patrimoine par la confiance et la procuration. Isoler, écarter et salir les proches qui voyaient clair. Puis rafler le tout et disparaître. Et un prédateur méthodique, sans le moindre remords, qui avait fait de la destruction des familles le métier de toute sa vie. Grâce à nous, grâce à Daniel qui avait gardé les preuves pendant 20 ans, grâce au témoignage de Martine, grâce à ma plainte, grâce au courage de toutes ces victimes qui ont enfin osé parler, le dossier était écrasant. Le procès s'est tenu plus d'1 an plus tard, devant la cour. Je m'y suis rendu, au bras de Martine, et Daniel et Léna étaient là, et Madeleine, et même cette veuve du Sud-Ouest, et les autres victimes toutes. Réunis, enfin pour faire face ensemble à l'homme qui les avait brisés une à une, dans la solitude et la honte. À la barre, j'ai raconté la nuit sous la pluie. Le fossé, personne ne viendra te chercher. J'ai décrit le froid qui montait, l'eau dans mon dos, le moment où j'avais cru mourir. La cour écoutait dans un silence absolu. J'ai vu, sur certains visages de jurés, des larmes. Quand j'ai eu fini, le président m'a demandé, « Monsieur Faure, après tout ce que cet homme vous a fait, que ressentez-vous pour lui aujourd'hui ?» J'ai réfléchi et j'ai répondu, « De la pitié, Monsieur le Président. Parce qu'un homme qui passe sa vie à détruire l'amour des autres est un homme qui n'a jamais connu l'amour. Et ça, c'est la pire des misères. » Frank, dans son box, a détourné les yeux. Puis Daniel a témoigné. Il a raconté Cécile. Son rire de petite fille au bord de la rivière. Le médaillon. La dispute, son départ, son remords. Et les 20 ans de recherche, les nuits sur les routes à guetter un visage. Quand il a parlé de la mort de sa sœur, à 28 ans, ruiné et brisé, sa grosse voix de routier s'est cassée, et ce colosse a pleuré devant la cour, sans honte. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Léna a raconté l'enfance sans mère, sans père. La petite fille qui, à l'école, n'avait personne à dessiner pour la fête des pères. Des questions sans réponse. Et la force qu'il lui avait fallu pour grandir malgré tout droite et bonne, grâce à l'amour de son oncle. Elle a regardé Frank dans les yeux, et elle lui a dit « Vous m'avez privé de ma mère, mais vous ne m'avez pas privé d'amour. Parce qu'il y a dans ce monde plus de gens bien que de gens comme vous. C'est ça que vous n'avez jamais compris. » Martine a raconté l'emprise, les mensonges, la procuration, la ferme bradée, et la nuit où, sans le savoir, elle avait laissé son mari emmener son père vers ce qui devait être sa mort. Elle a demandé pardon à la barre, devant tout le monde, à moi son père, et ce pardon-là public m'a bouleversé. Et puis Geneviève, la veuve du Sud-Ouest, est venue à son tour. Digne, la voix tremblante, elle a raconté son histoire, la même histoire, à 10 ans d'écart, sous un autre nom. Et après elle, d'autres encore, ces femmes que l'enquête avait retrouvées, et qui, l'une après l'autre, ont brisé le silence de toute une vie. À mesure qu'elles défilaient à la barre, le portrait se dessinait, accablant, non pas un mari malheureux, comme Frank tentait de le faire croire, mais un prédateur méthodique, un destructeur de famille, opérant depuis 30 ans, de région en région, d'identité en identité, de victime en victime. Frank, lui, n'a montré aucun remords. Il a nié et contesté, joué les victimes d'un complot. Mais face à ce mur de preuves et de témoignages,
Plus personne ne l'a cru. La Cour l'a reconnu coupable de tout, délaissement de personnes vulnérables, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie, abus de faiblesse, et bien d'autres chefs accumulés sur des décennies. Il a été condamné à une lourde peine de prison, de nombreuses années, et à indemniser ses victimes dans la mesure du possible. Quand le président a prononcé la sentence, j'ai vu Daniel fermer les yeux, et une larme couler sur sa joue burinée. 20 ans. 20 ans qu'il attendait ce moment. Pour Cécile, le verdict ne ramènerait pas sa sœur, mais il lui rendait justice, enfin. À la sortie du tribunal, sur les marches, nous nous sommes tous retrouvés, moi, Martine, Daniel, Madeleine, Léna, Geneviève et les autres victimes venues témoigner. Personne ne savait trop quoi dire. Il n'y avait pas de joie, pas de triomphe, juste un immense soulagement et une émotion grave. Geneviève s'est approchée de Léna et l'a serrée dans ses bras. « C'est fini, ma petite. Pour ta maman, pour nous toutes. » Daniel, lui, regardait le ciel, et il a murmuré quelque chose que lui seul a entendu. Un message pour sa sœur, sans doute. Et moi, j'ai pris la main de Martine, et nous sommes restés là, en silence, au soleil d'hiver, à mesurer le chemin parcouru depuis cette nuit de pluie où tout avait commencé. Un an plus tôt, j'étais seul dans un fossé, et le monstre régnait. Aujourd'hui, il était derrière les barreaux, et nous étions là, debout, ensemble, vivants. La justice des hommes avait fini par triompher. Lentement, comme toujours, mais elle avait triomphé. Quant à la ferme, la terre de mon père et de mon grand-père, elle a été sauvée. La vente, interrompue à temps le jour de l'arrestation, n'a jamais été conclue. Les comptes que Frank avait siphonnés ont été en partie gelés et récupérés. J'ai retrouvé ma maison de pierre, mes estives, ce qui restait de mes bêtes. Tout n'a pas été réparé. Frank avait dilapidé beaucoup, mais l'essentiel était là. La terre était sauvée, et elle resterait dans la famille. Mais la plus belle des réparations, ce n'était ni la ferme, ni l'argent. C'était ma fille. Martine, libérée de l'emprise de ce monstre, est revenue à elle. Et avec elle est revenu tout l'amour qui nous avait liés, et que Frank avait failli détruire. Un soir, peu après le procès, elle est venue me trouver dans la cuisine de la ferme, devant le vieux fourneau, à la place même où sa mère s'asseyait autrefois. Elle s'est assise près de moi, et elle a pris ma main calleuse de vieux paysan dans la sienne. « Papa, je ne me pardonnerai jamais. Je t'ai cru fou. Je t'ai laissé partir ce soir-là, sans même te dire au revoir, en pensant que tu allais juste chez le cousin. Pendant qu'il t'abandonnait sur cette route, tu as failli mourir. Et c'est ma faute, parce que je l'ai cru, lui, et pas toi. » J'ai serré sa main. « Non, ma fille, ce n'est pas ta faute. C'était un manipulateur, un professionnel. Il a trompé bien plus malin que toi. Il a trompé Cécile et toutes les autres. Tu n'es pas coupable d'avoir fait confiance à ton mari. La seule faute, c'est la sienne. » Je souris à travers mes larmes. « Et la preuve que tu es une bonne personne, c'est que dès que tu as su la vérité, tu t'es battue. À mes côtés. Contre lui. Tu as été courageuse, Martine. Ta mère serait fière de toi. » Elle a posé sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite. Et nous sommes restés là, longtemps, en silence, dans la cuisine de la ferme, écoutant le vent d'Auvergne souffler dehors, réunis enfin, le père et la fille, après être passés si près de tout perdre. Les saisons ont passé sur mes montagnes. Les estives ont reverdi au printemps, blanchi sous la neige l'hiver, et la vie, doucement, a repris son cours à la ferme. Un cours nouveau, apaisé, lavé de la présence du monstre. Mais le plus beau dans tout ce malheur, c'est ce qu'il a fait naître. Car de cette nuit terrible sous la pluie, de ce camion arrêté au bord d'une route, est née une chose que je n'aurais jamais imaginée, une nouvelle famille. Daniel et Madeleine sont devenus, pour Martine et moi, bien plus que des amis. Des frères, des sœurs de cœur. Daniel, le routier qui m'avait tiré du fossé, vient nous voir dès qu'une de ses tournées le mène en Auvergne. Il gare son grand camion dans la cour de la ferme, et il reste dîner, et nous parlons jusque tard dans la nuit, deux vieux que la vie a cognés et qui ont trouvé sur le tard l'amitié des survivants. Il m'a appris le langage de la route, les longues solitudes du volant, et moi je lui ai appris le nom de mes montagnes, de mes vaches, de mes puits. Lui, qui avait passé sa vie à traverser le pays sans jamais s'arrêter nulle part, a fini par trouver dans ma vieille ferme de pierre comme un port où jeter l'ancre. Et souvent, le soir, devant le feu, nous ne disons rien du tout. Nous regardons les flammes, chacun avec ses morts et ses souvenirs, et ce silence partagé vaut tous les discours du monde. Madeleine et Martine s'appellent chaque semaine. Chaque semaine. Et quand je vois ces deux familles réunies autour de ma table, je pense que Frank Vidal, en voulant nous détruire,
n'a réussi qu'à nous unir. L'été qui a suivi le procès, nous avons fait une grande fête à la ferme. La première depuis des années. Martine a sorti la longue table dans la cour, sous le tilleul que mon grand-père avait planté. Daniel et Madeleine sont venus, et Lena, bien sûr. Geneviève, la veuve du Sud-Ouest, a fait le voyage elle aussi, car elle faisait partie maintenant de cette étrange famille née du malheur. On a fait griller de la viande. Martine a préparé une truffade et un ponty comme sa mère les faisait, et j'ai sorti une vieille bouteille que je gardais pour une grande occasion. On a ri. On a beaucoup ri. Lena et Martine racontaient des histoires, Daniel poussait la chansonnette de sa grosse voix fausse, et le soleil descendait doucement derrière les puits, dorant les estives. À un moment, je me suis un peu écarté de la table, et j'ai regardé tout ce monde réuni dans ma cour, ces visages heureux, ces rires qui montaient vers le ciel d'Auvergne. Et j'ai pensé, il y a un an, j'étais seul, dépossédé, abandonné dans un fossé sous la pluie, persuadé que ma vie allait finir dans la solitude et la trahison. Et regarde aujourd'hui, regarde tout cet amour. Les larmes me sont montées aux yeux, mais c'étaient des larmes douces. Lena est venue me chercher. « Qu'est-ce que tu fais tout seul, Pépé Maurice? Viens, on coupe le gâteau. » Et je suis revenu m'asseoir parmi les miens. Car c'est ça, vois-tu, qu'ils étaient devenus, en l'espace d'un an, les miens. Et puis il y a Lena. Lena, la fille de Cécile, l'enfant abandonné, est entrée dans nos vies pour ne plus en sortir. Entre elle et Martine, il s'est tissé un lien que rien ne défera jamais, le lien de deux femmes brisées par le même homme, à 20 ans d'écart, et qui se sont relevées ensemble. Lena vient souvent à la ferme. Elle aime mes montagnes, elle aime mes bêtes, elle aime, dit-elle, le silence des estives et le calme qui s'en dégage. Elle qui n'avait jamais eu de grand-père, elle a pris l'habitude de m'appeler Pépé Maurice. Et moi, qui n'avais qu'une fille, je me suis découvert, sur mes vieux jours, une petite fille de cœur. La fille de Cécile, que Frank avait abandonnée, a trouvé une place au coin de mon feu. Un dimanche, nous sommes tous allés ensemble au cimetière où Cécile est enterrée, dans le village de Daniel. Lena a déposé des fleurs sur la tombe de sa mère. Et Martine, à côté d'elle, en a déposé aussi. Deux femmes, l'une vivante, l'autre morte, victimes du même prédateur, réunies enfin. « Voilà, maman », a murmuré Lena. « Il est en prison. Il ne fera plus de mal à personne. Tu peux reposer en paix. » Elle est restée un long moment agenouillée devant la pierre, et elle a ajouté plus bas des mots que je n'étais pas censé entendre, mais que le vent m'a porté. Je n'ai pas eu de mère bien longtemps. Mais grâce à toi, grâce à ce que tu m'as laissé, on a pu en sauver une autre. Alors tu n'es pas partie pour rien, maman. Tu n'es pas partie pour rien. Et à ces mots, j'ai dû me détourner pour cacher mes larmes. Et j'ai vu Martine prendre la main de Lena et la serrer. À cet instant, j'ai senti que quelque chose se réparait, par-delà la mort, par-delà les 20 ans écoulés, que Cécile, de là où elle était, trouvait enfin un peu de repos. Ensuite, nous sommes allés sur la tombe de ma Jeanne, là-haut, dans le petit cimetière de mon village qui domine les estives. Je lui ai parlé, comme je le fais souvent. Tu vois, ma Jeanne, on a failli tout perdre. Notre Martine, notre ferme et moi-même, j'ai bien failli te rejoindre une nuit dans un fossé sous la pluie, mais on s'en est sorti. Et regarde, notre famille a grandi. On a un Daniel, une Madeleine, une Lena maintenant. La vie, parfois, reprend d'une main ce qu'elle a donné de l'autre. Le vent d'Auvergne a soufflé sur les tombes et il m'a semblé, l'espace d'un instant, entendre le rire de Jeanne. J'ai gardé la ferme. À mon âge, je ne peux plus faire grand-chose, mais Martine s'est installée pour de bon, et elle a repris l'exploitation avec un courage qui force le respect. Elle a réappris le métier de ses ancêtres, le métier de la terre et des bêtes, celui que Franck méprisait. Et le matin, quand je l'entends descendre vers l'étable pour la traite, comme je le faisais autrefois, comme mon père le faisait avant moi, je me dis que la terre des forts est sauvée et qu'elle continuera après moi entre de bonnes mains. Et puis il y a eu une surprise que je n'attendais pas. Lena, la fille de Cécile, qui était venue d'abord par solidarité et par curiosité, a pris goût à la vie de nos montagnes. Elle, qui avait grandi en ville, elle s'est découvert un amour pour la terre, les bêtes, le grand air des estives. Elle a commencé par venir passer ses week-ends, ses vacances. Puis, à la fin de ses études, elle a annoncé à Daniel qu'elle voulait apprendre le métier. Un métier dur, qui ne fait pas riche, mais un métier vrai. Daniel, d'abord surpris, en a pleuré de fierté. Et aujourd'hui, Lena passe une partie de l'année à la ferme, auprès de Martine, à apprendre l'élevage.
Les deux femmes, l'ancienne victime et la fille de l'ancienne victime, travaillent côte à côte dans l'étable de mes ancêtres. Et moi, le vieux Maurice, je les regarde, assis sur mon banc au soleil, et je me dis que la vie a de ces ironies magnifiques. Frank Vidal a voulu détruire ma ferme et ma famille. Et voilà qu'à cause de lui, ou plutôt, malgré lui, ma ferme a une héritière de plus, et ma famille s'est agrandie d'une petite fille de cœur. Le mal qu'il a semé a fini par donner des fruits qu'il n'avait pas prévus. C'est ça, je crois, la plus belle des victoires, non pas la vengeance, mais le fait que, de toute cette noirceur, soit née tant de lumière. Quand je vois Léna le soir amener les vaches en sifflant, sa silhouette se découpant sur le ciel rouge des estifs, je pense à Cécile, sa mère que je n'ai jamais connue, et je me dis qu'elle peut être fière, là où elle est. Sa fille a trouvé sa place, sa fille est heureuse, et le monstre qui l'avait détruite n'a pas eu le dernier mot. Quant à mon vieux téléphone, celui que j'avais oublié de charger ce soir fatidique, et dont l'absence avait failli me coûter la vie, je le garde maintenant toujours chargé et toujours sur moi. Et chaque fois que je le regarde, je pense à cette nuit, à la pluie, au fossé, et à ces deux phares qui ont percé les ténèbres. Car vois-tu ce que cette histoire m'a appris, plus que tout, c'est que dans la nuit la plus noire, alors qu'on croit que personne ne viendra, il se trouve presque toujours quelqu'un pour s'arrêter. Une main tendue. Un inconnu au grand cœur. Une lumière dans l'obscurité. Frank m'avait dit, personne ne viendra te chercher. Il avait tort. Quelqu'un est venu. Et ce quelqu'un a tout changé. Et à toi qui m'as écouté jusqu'ici, de ta ville, de ton pays, à travers tout ce long récit, je voudrais maintenant laisser ce que cette histoire m'a appris. Car si ces mots ont voyagé jusqu'à toi, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être y a-t-il dans ta vie un proche qu'on cherche à écarter, un parent âgé qu'on traite de fou, une famille qu'un mauvais vent essaie de séparer. Alors écoute un vieux paysan d'Auvergne, qui a failli mourir dans un fossé et qui en a tiré quelques leçons. La première, c'est de te méfier plus que de tout de celui qui cherche à t'isoler des tiens. Frank n'a pas s'attaqué de front. Avec Cécile comme avec ma fille, il a commencé par le même travail patient, éloigner sa proie de sa famille. Monter la femme contre son frère, la fille contre son père. Distiller le doute, le mépris, la méfiance, jour après jour, goutte à goutte. L'isolement, vois-tu, c'est l'arme numéro 1 de tous les prédateurs. Le manipulateur qui veut dominer commence toujours par couper sa victime de ceux qu'il aime et qui pourraient la protéger. Alors si quelqu'un, dans ta vie, s'emploie sans cesse à te brouiller avec ta famille, à te répéter que tes proches te veulent du mal, à t'éloigner de ceux qui t'aiment depuis toujours, ouvre l'œil. Ce n'est pas l'amour qui isole.